Salut à tous et bienvenue dans cette petite causerie. Écoutez, en ce moment là, franchement, sur ma production de nouveautés, je pédale dans la semoule comme jamais. Hier, j'ai voulu me remettre à l'écriture pour ma prochaine vidéo sur le gameplay et je me suis rendu compte qu'en fait, les 2 fichiers vocaux sur lesquels j'avais posé une bonne partie des idées que j'avais pour la vidéo ont disparu dans les limbes, je ne sais pas comment. Donc j'ai un peu le seum et ça fait 1 mois et demi que je galère sur les problèmes techniques sonores que j'ai eus sur le podcast avec Shark que j'arrive toujours pas à sortir. Donc là, je vous cache pas que j'avais envie d'un truc un peu facile et qui coule de source là, parce que j'en ai marre de ne gérer que des problèmes en ce moment. Et donc je me suis dit, tiens, mais j'ai plein de causeries en retard pour revenir sur les premières vidéos que j'ai sorties, et puis surtout pour partager avec vous les commentaires que j'ai reçus à la suite de ces vidéos, et qui peuvent venir nourrir la réflexion. Donc là, on va faire la vidéo, où je ne l'ai pas précisé, du cratère nord. C'est ma toute première vidéo d'analyse. Et du coup, ça fait un sacré bout de temps que je ne l'ai pas revue. Et ben c'est parti. Bon, le petit warning habituel, évidemment. Dans cette vidéo, on va se pencher sur l'épisode que je considère comme étant le tournant majeur du scénario principal de FF7 et qui fait suite assez rapidement à la mort d'Aerys qui conclut Rebirth, la première venue de l'équipe au cratère nord. Petit rappel, le cratère nord est le lieu le plus à l'extrême nord, de la mapmonde de Gaïa, l'univers de FF7, qui est constitué d'un cratère. Je m'étais dit, oui, alors si je dois remettre le contexte, le truc s'appelle le cratère nord, et si je dois l'expliquer, c'est un cratère qui est situé au nord. On peut quand même pas dire qu'il se soit trop foulé pour le nom. Ah bon? Du coup, d'où le petit ah bon de la... Roselyne Bachelot des Guignols de l'info. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est littéralement ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai dû faire l'écriture, en fait, parce que... Donc, alors, je vous explique le cratère nord. Eh bien, c'est un cratère qui est situé au nord de la carte. Waouh! Merci, Captain Obvious. Et du coup, je voulais absolument mettre ce « Ah bon ?» très iconique de Roselyne Bachelot dans Les Guignols. Ça a été une galère, mais à intégrer, parce que... en fait, pour en trouver un qui permettait de l'isoler de son contexte et surtout qu'il n'y avait pas une musique supplémentaire derrière, parce que souvent, en fait, ça s'accompagne d'une petite musique qui aurait vraiment fait bizarre si je l'avais intégrée telle quelle. Moi, je voulais vraiment juste le « Ah bon ?» Et j'ai dû me mater une grosse compilation Roselyne Bachelot des Guignols pour trouver les 2 microsecondes de « Ah bon ?» que j'ai voulu mettre dans la vidéo. Et alors pour le découpage, parce qu'en fait, dès qu'elle a terminé, il est très très rapide ce « Ah bon » là. Et dès qu'elle a terminé, en fait, ça enchaîne avec une autre marionnette. Et vraiment, j'ai dû faire le découpage, mais au poil de cul. Je vous jure que pour 2 secondes de blague, j'ai passé, mais si ça m'a pas pris 1 heure, je vous jure que c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous fais un pré-shot, hein, mais les trucs sur lesquels j'aurais peut-être le plus de choses à dire en termes de constitution de vidéo, c'est les blagues, hein. Parce qu'en fait, tout ce qui est théorie crafting, c'est surtout la recherche et l'écriture qui va me prendre un peu de temps. Mais après, le montage, il faut juste, entre guillemets, aller chercher le bon extrait qu'on va mettre pour illustrer le propos. Mais comme en général, le propos qu'on a, il vient de notre mémoire du jeu, les extraits, ils sont relativement faciles à trouver. Après, c'est juste fastidieux à chaque fois d'aller rechercher le bon extrait. Évidemment qu'il y a toujours le travail de timing avec comment dire, la partie vocale, le découpage, etc. etc. Faut arriver à garder une certaine dynamique. Je dis pas que c'est simple, mais ce qui me prend proportionnellement au temps qu'on voit à l'écran, le plus de temps dans mes vidéos, c'est mes blagues à la con, hein. Vraiment, quoi. mais le truc, c'est que... pour moi, c'est hyper important parce que ça fait vraiment partie intrinsèque de non seulement la manière dont je pense ce que j'écris, mais aussi de la manière dont j'ai envie de le véhiculer. Et d'ailleurs, je suis toujours tellement déçue de ne pas avoir de retour sur mes blagues dans les vidéos. Du coup, ça me donne souvent l'impression qu'en fait, elles font rire que moi.
c'est pas grave. Moi, je me marre en les faisant. Hein. C'est pas... Moi, je suis contente de mes blagues. Donc, je me suffis à moi-même. Mais je vous jure que quand il y a une personne qui me fait un commentaire pour me dire ah, 13 03, comment j'ai trop tapé une barre, mais comment je suis refaite. Moi, je vous jure, quelqu'un qui me dirait j'ai rien bité à ce que t'as raconté ou je suis pas d'accord avec tes théories, mais putain, qu'est-ce que je me suis fendu la gueule en te regardant, mais il refait ma journée, il refait ma semaine, il refait ma vie, littéralement, quoi. Parce que finalement, les théories qu'on raconte, on aura bon, on n'aura pas bon, c'est bien, mais si on peut dire qu'on s'est bien marré au moins pendant le laps de temps, j'ai envie de dire que pour moi c'est l'essentiel, quoi. Si, je vous jure. Cratère qui fut créé par la chute d'une sorte de météore, très certainement les restes d'une planète qui a servi de vaisseau à Genova pour atterrir sur Gaïa. Question qu'on peut se poser, avec le lore qui a été rajouté dans Rebirth, que je n'ai pas mentionné au moment de l'écriture, mais est-ce que ce serait pas la planète d'Eggy, le fameux météore? Parce que si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas révisé avant de vous balancer ça comme ça, mais il parle quand même de leur planète qui fusionne avec Gaïa. D'ailleurs, tiens, bah si, j'ai un peu révisé sans le savoir, parce que j'ai regardé la vidéo de Monsieur Ténéré qui parlait du sujet là il y a pas longtemps. Et il me semble bien qu'il redit ça. Donc je dis, je dois pas dire de bêtises. Et donc ça, je serais pas étonnée qu'on apprenne ou qu'il le laisse en suspens, mais qu'il nous laisse envisager très sérieusement que le météore en question, ce soit la planète d'Eggy qui a été du coup récupérée par Genova et qui a servi en fait à venir envahir Gaïa, quoi. Alors après, pourquoi est-ce que les Guy sont restés vivants en arrivant sur Gaïa? Parce que si du coup leurs âmes n'arrivent pas à se fondre dans la rivière de la vie, c'est qu'ils sont pas morts sur leur propre planète avec leur propre système de cosmogonie religieuse, recyclage des âmes, ce que tu veux. Tu me diras, ils sont peut-être morts pendant l'impact. Elle s'est peut-être pas emmerdée à tuer tout le monde, Genova. Elle s'est dit que de toute façon, quand ça ferait boum, ça réglerait le problème. Bah non, du coup, puisqu'ils sont concentrés dans cette caverne. Ça laisse un sacré lore quand même à développer sur les Guy, hein, parce que comment ils sont arrivés sur Gaïa? Bon, si on dit que c'est le météore, que c'était leur planète, ce qui est quand même pas complètement déconnant, je trouve. Comment ils sont arrivés jusqu'à Canyon Cosmo, coincés dans la grotte? Et il y a quelques petits trucs de lore qu'il va falloir développer un petit peu quand même. Hein. On en attend sur les Guy, hein, dans la 3e partie. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont pas nous fermer la porte en pleine tronche maintenant qu'ils l'ont ouverte. Je pense pas qu'ils le feront, ça serait vraiment trop con. Hein. Mais c'est intéressant, hein, le lore autour des Guy, justement. Cet impact a profondément blessé la planète qui concentre depuis lors une immense quantité d'énergie Mako pour se guérir. Quand on pense que Genova est arrivé sur Gaïa au temps des anciens, c'est dire comment la planète galère à se remettre de son arrivée. Ouais, c'est surtout à la fois le lieu où repose le corps de Sephiroth depuis qu'il a été balancé rageusement dans la rivière de la vie par Cloud après le massacre de Nibelheim, et le lieu supposé où se situerait la fameuse terre promise, mentionnée par les anciens, et qui hante les rêves de Rufus et de Feu son papa. Donc pour résumer, le cratère nord, c'est pas n'importe quel lieu. Et ce qui va s'y passer n'est pas anecdotique non plus. Ah non, mais c'est clair. Et moi, je crois que j'en reparle un peu plus tard dans la vidéo, de me dire, c'est pas sûr qu'ils aillent au cratère nord tout de suite. Parce que moi, j'envisageais que peut-être on allait faire d'abord un détour par le Wutai, le village fusée, etc. Je pense pas. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on va commencer direct au cratère nord, en fait. Comme ça, c'est bien la merde. Parce que franchement, la situation à post-cratère nord, elle est juste là, on touche le fond du fond du fond. Moi, je pense qu'on va commencer comme ça d'entrée de jeu, paf, c'est le scénar le plus catastrophique. C'est là qu'on va voir aussi... bon, j'anticipe grave sur la vidéo, là, mais c'est pas grave, je vous balance les idées comme elles viennent. Je pense que c'est là qu'on va voir aussi... ça va commencer à nous donner des petits pré-shots, en fait, sur le comment est-ce qu'ils vont développer les parties concernant Aerys, les mondes, Sephiroth, machin, tout ça. Enfin, en tout cas, si ça doit être développé dans la 3e partie, je pense qu'il peut y avoir des petites inclusions, des petits trucs qui nous mettent un peu sur la piste à ce moment-là. Ils vont poser les bails, en fait, de ce qui va être développé
scénaristiquement dans la troisième partie pour arriver à la conclusion. Ou en tout cas, je ne serais pas étonnée qu'ils fassent ça. Scène d'introduction, nanana, et donc je continue vraiment de penser que le moment de bascule du scénario d'FF7, c'est vraiment le cratère nord, en fait. Et même si la mort d'Aerys, elle est impactante et tout ça, c'est pas là qu'il y a le moment de rupture, en fait, et du coup de bascule par rapport au personnage principal, qui est Cloud, en fait. Et donc, je pense qu'il va arriver très vite. Qu'ensuite, on va enchaîner Junon, Midil, tout ça. Et du coup, le développement Wutai, machin, moi, je serais pas étonnée qu'il se fasse plutôt pendant la quête des méga matérias. Et même au niveau du village fusée, parce que on n'a plus besoin d'aller chercher les Tini au village fusée. Par contre, il va falloir qu'il développe Sid. Et s'il reste sur le même... sur un peu le même schéma que dans FF7, ils sont pas obligés, mais si ça arrive, Sid, à un moment donné, il va être chef d'équipe. Donc je pense que ça va plutôt être là et je serais pas étonnée qu'on ait quand même une bonne partie du jeu où on va se focus justement sur le reste de l'équipe quand Tifa et Cloud seront hors jeu. Parce que eux vont déjà prendre une très grosse importance et vont déjà avoir une partie du scénario qui va être très centrée sur eux. Et du coup, c'est bien qu'on laisse un peu la place aux autres. Moi, je l'envisage un peu comme ça. Ah, c'était mes anciens logos où je mettais du blabla. J'en mets plus maintenant. Maintenant, c'est vrai que je mets que le logo. Dans FF7, la première venue au cratère nord est un moment pivot du scénario principal. On est à peu près... J'avais galéré d'ailleurs à trouver une typo. Je suis nulle en typo. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en mettre parce que dès qu'il faut choisir une typographie, pour moi, c'est un cauchemar. J'ai pas du tout le sens de ça. Puis il y en a tellement des typos en fait que tu sais pas laquelle prendre. Et il me semble que j'avais choisi celle que j'avais pris là parce que et qui hante les... oh merde, voilà, parce que elle avait à peu près la même la même dynamique, très en hauteur et très fine que le logo de Final Fantasy VII. Mais c'est vrai que le lettrage, il est pas du tout pareil. Alors, les typographies, c'est vraiment mon cauchemar, quoi. Le son et les typos, c'est mes deux cauchemars. Dans FF7, la première venue au cratère nord est un moment pivot du scénario principal. On est à peu près à la moitié du jeu, la phase d'exploration de la map est quasiment achevée, de même que la sympathique balade de nos protagonistes qui partaient découvrir le monde sans trop de drame, si on accepte un épisode un poil corsé pour Barrett, et le shish kebab le plus connu de l'histoire du jeu vidéo. Bien sûr, des graines d'obscurité avaient été semées au préalable. La fragilité mentale de Cloud et la violence qui pouvait en résulter avaient été abordées dans le Temple des Anciens. Et vous voyez cette scène-là, ça a fait partie des scènes, celles où Cloud, il tabasse littéralement Aerys, quoi. Cette scène qui est d'une violence... alors, qui passe assez bien, qui était quand même impactante, franchement, mais assez bien quand c'est de la 2D, mais c'est vrai que ça faisait partie des questions qu'on avait sur est-ce que il va y avoir de la censure au niveau de la retrilogie. Et je trouve qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu des moments un peu borderline, ils ont réussi à trouver quelque chose qui fait que ça reste un peu safe parce qu'ils veulent pas se faire cartonner. Et en fait, ils ont réussi, je trouve, à garder un peu l'essence de ces scènes quand même, mais en prenant pas trop de risques. Et moi, je leur en veux pas, en fait, de pas prendre trop de risques. Parce que sincèrement, il y a tellement de shitstorm autour de tous les jeux qui sortent que... qu'ils aient envie qu'on parle plus du contenu du jeu que des râleries qu'il peut y avoir par rapport à la forme, je comprends tout à fait. Mais le fait que cette scène, en fait, où on a Cloud qui course à Aerys avec cette voix, vraiment, ça me faisait penser à The Shining, tu vois, c'est absolument atroce. C'était hyper impactant quand même. Et honnêtement, mais moi j'en ai pleuré, C'est vraiment, je trouvais ça tellement atroce que j'en avais les larmes, Et pourtant, il n'y a pas la violence brutale qu'il peut y avoir dans la scène d'origine. Mais je trouve qu'ils ont gardé cet esprit. C'est quand même pas un exercice si facile que ça. Et moi, je leur laisse du crédit pour ça. C'est la même chose, en fait, pour la scène avec Andy dans Remake. C'est-à-dire que quand vous allez au Honeybee, à l'époque dans FF7, il y a quand même des scènes qui sont
ultra proto-gay, mais genre où t'as Cloud qui finit à poil avec 10 mecs dans un bain, et c'est drôle, je veux dire, enfin c'est drôle quand t'aimes l'humour japonais un peu barré comme ça, mais bon, moi je suis bonne cliente, moi ça me va. Moi je les trouve marrantes ces scènes dans le jeu d'origine, mais c'est vrai qu'à retranscrire avec un truc, enfin comment dire, avec des graphismes réalistes, c'est chaud quand même, tu vois, ça n'a plus le même impact. Et ils ont réussi à garder, ils ont réinjecté en fait cette vibe un petit peu flirty LGBT comme ça à travers le personnage d'Andy. Ils ont gardé le côté drôle et ils ont cassé un peu justement le côté trop sérieux, trop badass de Cloud avec cette scène de la danse. Et moi, je trouve que c'est tellement bien fait. Moi, j'adore cette scène et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à aller capter l'esprit de ce qu'il y avait dans les scènes d'origine au Hanibi, mais sans que ça soit trop direct et trop trash et du coup un peu trop risqué ou un peu trop clivant, quoi. Et franchement, je les applaudis pour ça parce que pour moi, vraiment, c'était pas un exercice facile. Ainsi que la capacité de Sephiroth à soumettre entièrement Cloud à sa... Et c'est juste le seul truc. Mais c'est ce qui fait que FF7 est éternel et que même si la retrilogie, je l'aime beaucoup et qu'elle est très bien faite et tout, ça ne remplacera jamais le jeu d'origine et qui restera toujours le chef-d'œuvre qu'il est intrinsèquement, c'est ça, en fait. Alors évidemment, ça fait bizarre visuellement et ça ne pouvait pas être remis tel quel dans la retrilogie, encore une fois. Mais comme quoi, le fait d'avoir eu des graphismes plus chibiesque, moins réaliste à l'époque, ça permettait aussi d'inclure des choses qu'aujourd'hui on peut plus se permettre. L'enfant de Cloud, l'âme en fait, le vrai Cloud intérieur là, qui est resté, sa psyché, qui, je sais pas si on le voit dans mon extrait, volonté, qui essaye de l'empêcher en fait, qui empêche ce Cloud là, qui est le Cloud complètement fucké, de non seulement de faire du mal à Aerys, mais de donner la matière noire à ses filles. Voilà, il est là. Et franchement, au niveau de la mise en scène, s'ils font un clin d'œil à ça, à un moment donné dans la partie 3, je sais pas trop comment ils pourraient l'inclure, je sais même pas si vraiment ils pourraient le faire, mais d'imaginer le Cloud enfant, à un moment donné, qui pleure, tu vois, en voyant le Cloud adulte partir en cacahuète. Oh, punaise. Ah, mais moi, j'en suis émue rien que d'en parler, quoi. S'ils arrivaient à remettre une ref à ça dans la 3e partie, oh, je vous jure, moi, j'achète direct, quoi. Ce qui pouvait en résulter avait été abordé dans le Temple des Anciens, ainsi que la capacité de Sephiroth à soumettre entièrement Cloud à sa volonté, lui faisant donner la matière noire à l'un de ses clones. Il va être dur, le cratère nord. Hein. J'en parlerai quand on y sera. La mort d'Aerys nous indiquait assez brutalement ça, c'était déjà dur, mais le cratère nord, de cette phase où le jeu bascule définitivement du côté obscur de la Force. On n'est pas prêt. Après la traditionnelle phase moment, à l'issue de laquelle l'équipe de Cloud récupère la matière noire, on assistait à un épisode où Sephiroth faisait encore une fois perdre les pédales à Cloud. J'y reviendrai plus tard. Je vous jure, je revois les... Ah, mais j'ai presque envie de chialer, quoi. Je revois les scènes, j'ai le ressenti que j'ai eu quand je l'ai joué la première fois. Moi, le cratère nord, ça a vraiment été... Pour moi, ça a été le moment de bascule dans mon jeu. La première fois que j'y ai joué, et notamment par rapport à Cloud. J'aimais pas spécialement Cloud, moi. Vraiment, en fait, moi, j'avais envie qu'il dégage de l'équipe. Littéralement. Et c'est là que je vois le chemin que j'ai parcouru avec ce personnage, et vraiment grâce à la retrilogie, parce que dans le FF7 d'origine, je n'avais qu'une envie, c'était qu'on puisse dégager Cloud de l'équipe, parce que j'aimais pas sa personnalité, j'étais pas très attachée au personnage, j'aimais pas son caractère design, enfin moi j'aimais rien, j'avais juste envie qu'il dégage de mon équipe pour laisser la place à Sid, Vincent et Tifa, qui étaient mes 3 préférés. Et un peu Nanaki aussi, j'aimais bien Nanaki. Alors que dans Rebirth, on peut enlever Cloud de l'équipe. Et là, je me suis dit, mais jamais de la vie, je l'enlève, quoi. Ça n'a aucun sens de jouer sans Cloud, en fait, maintenant, pour moi. Comme quoi, il y a eu un gros chemin parcouru. Et clairement, le passage du cratère nord, ça a été le pivot, pour moi. Le moment où quand le personnage de Cloud craque,
Ça a tout changé, en fait, pour moi, dans ma perception du personnage et du coup, dans ma perception du jeu, qui m'avait déjà retourné bien avant ce moment-là. Hein. Mais arriver ici, pouah, moi, moi, je vous jure, émotionnellement, je suis pas prête, quoi. C'est tellement impactant, le Cratère Nord, pour moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce moment-là en vidéo, parce que je me dis, mais pourquoi personne ne parle de ce moment qui est dingue, mais qui est dingue. Enfin, moi, il m'a tellement retourné, il m'a tellement marqué, je ne comprends pas qu'on en parle aussi peu, quoi. Par la suite, Avalanche et quelques grands pontes de la Shinra, Rufus, Hojo et Scarlet, se retrouvent au centre du cratère, lieu supposé de la Terre promise, où se Mais concentre ce effectivement décor, une énorme quantité... mais... Bon, ça y est, fangirl, ça y est, je vais faire que de vous faire... je vais arrêter tout le temps, je vais faire des... Bref, c'est pas grave, vous êtes là pour ça. Quand la caméra, elle monte avec les armes derrière... 97, les gars, 97. Bon, pour les plus vieux, est-ce qu'on peut se rappeler quand même? Et pour les plus jeunes, je sais pas si vous mesurez la dinguerie. La dinguerie, ces décors, mais regardez-moi ça, mais merde, quoi. Merde. Là, l'équipe Le plan, mais ce plan, mais c'est... Là, je peux m'arrêter là et j'en fais un fond d'écran, sans déconner. Et toute la symbolique qu'il peut y avoir, je veux dire, avec l'œuf, la matrice, bah, elle est là, la Renaissance d'ailleurs. Hein. Putain, sérieusement, le Rebirth, il est là hein, pour moi. Hein. Je veux dire, avec tout l'arbre, et quand voilà, on fait les parallèles avec l'arbre Sephiroth et tous les arbres cosmiques qu'il peut y avoir, Yggdrasil, évidemment qu'on pense à Yggdrasil, vu qu'il y a beaucoup de références mythologiques en fait dans FF7. Mais même, c'est presque. Putain, c'est biblique. Sans déconner. Ce plan-là, c'est dommage que je l'ai coupé, bon, tant pis, j'avais pas le choix, mais la remontée comme ça, où on voit tout le glacier, c'est la beauté des décors et tout, et tu montes sur cet arbre avec l'œuf au milieu, avec le cœur, mais Sephiroth, il est cosmique à ce moment-là, et pourtant c'est d'une simplicité, on le voit même pas, mais putain, la puissance de charisme et de portée par la symbolique et le visuel de l'image, il est insane pour moi, insane. Enfin, le corps du vrai Sephiroth, qui repose dans un œuf de Mako au sein d'un arbre qui rappelle l'origine de son nom, à savoir une référence à l'arbre Sephiroth de la Kabbale. Je suis en accord avec à partir de là. J'aime bien revenir sur mes vidéos et voir que je suis toujours... J'arrive à me pré-shot moi-même, en fait. C'est rassurant. Complètement perdu foi en sa propre humanité, donne la matière noire à Sephiroth, au vrai cette fois. Celui-ci s'éveille, invoque le météore pour détruire la... Merde, quoi. Merde. C'est beau. Non, on se l'armée. Ce moment-là où il rentre à l'intérieur du cœur même avec ce condensé de noirceur, sa propre humanité, donne la matière qui noire vole jusqu'à Sephiroth, qui se met en branle comme ça, et là tout à coup les ténèbres, qui rétorque en invoquant ses gardiens sous la forme de 5... Bon, là j'ai dû couper, j'ai mis des armes, mais Square Enix, il y a du level dans cette scène, hein. Va vraiment falloir qu'ils se déchirent pour nous faire un truc... Pour nous faire un truc de fou. Et s'ils le font pas aussi bien, c'est pas grave. De toute façon, j'arrive pas à être déçue avec cette retrilogie parce que quand c'est pas super bien fait, je me dis, bah c'est pas grave, je m'en fous, ça justifie complètement qu'encore aujourd'hui, si on me demande est-ce que ça vaut le coup de faire FF7, oui. Oui et re-oui, quoi. Créatures géantes, les fameuses armes. Avalanche et la Shinra s'échappent de... Oh, avec le... Non mais... Voilà. Oh, ça va être que du fangirlisme. Je m'en fous. L'échappée du Tiny, quoi. Avec tout qui s'effondre et tout. On est en 97, les gens. Je sais pas si vous remettez dans le contexte le génie de mise en... Ouais, en fait, c'est là que je me dis, bon, il y a peut-être... Ouais, il y en a qui peuvent pas comprendre parce que le gap qu'il y a pu y avoir quand nous, on a vu des trucs comme ça, mais c'était de la dinguerie. C'est... Bon, je vais pas revenir sur... En fait, j'aurais pas dû mettre la vidéo en accéléré parce que j'ai envie de revenir sur toutes les scènes, juste pour vous transmettre mon enthousiasme, à quel point c'est beau, à quel point c'est bien fait, à quel point cette séquence est une masterclass absolue. J'en ai pas assez parlé dans la vidéo. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû décortiquer la scène et expliquer pourquoi c'est une... punaise de masterclass, cette scène au cratère. À la fin de cet épisode, on a perdu le héros. Le méchant possède une arme de destruction massive, la planète est très fâchée, et on apprendra plus tard que l'équipe de nos héros est disloquée, et que Barrett et Tiffany ont été sauvés que pour être publiquement condamnés à mort, afin de servir de bouc émissaire pour calmer les esprits et les faire passer pour responsables de la situation dans laquelle se trouve le monde. C'est littéralement la fin du retour de l'Empire contre-attaque.
Si on reprend la ref, en fait, et c'est pour ça que moi j'étais persuadée qu'il ferait un découpage qui s'arrêterait après le cratère nord, parce que Star Wars ayant été une grande influence dans la... je vais peut-être arrêter de m'arrêter sur des écrans noirs, pour vous ça doit être chiant. Star Wars ayant été une grosse influence, en fait, donc je disais, pour la conception de FF7, l'après-cratère nord, pour moi, c'est l'Empire contre-attaque. Le héros a eu une révélation qui l'a complètement brisé. Il est brisé physiquement. Alors, pour Luke Skywalker, il a perdu sa main, même si à la fin de... je crois qu'il la récupère déjà à la fin de l'Empire contre-attaque, mais là, Cloud, on le perd corps et bien, je veux dire littéralement. On a la princesse Leila, là, qui va venir chercher son waifu, là, pour... Enfin, son husbando, là, la fois d'après. C'est littéralement Leila qui va chercher... comment il s'appelle, merde, Han Solo chez Jabba. Il y a vraiment des gros... Et en fait, les méchants, qui sont un peu plus nombreux parce que c'est pas juste l'Empire, mais ils sont en contrôle absolu de la situation, quoi. Sephiroth a regagné tout son pouvoir et la Shinra continue de faire ce qu'elle veut. C'est toujours eux les patrons, quoi. Et voilà, pour moi, l'après-cratère nord, c'est la fin de l'Empire contre-attaque, quoi. Bref, c'est la merde. Vraiment, la merde. J'avoue avoir fait partie des personnes qui, avant la sortie de Rebirth, pensaient que l'épisode du cratère nord aurait constitué la fin idéale de la deuxième partie. Voilà. Non pas que la mort d'Aerys ne faisait pas une bonne fin, mais c'est surtout que l'après-cratère nord faisait un très bon début de troisième partie, tant la situation du groupe change radicalement à ce moment. Et je me dis que, bon, du coup, le cratère nord peut faire le début du cratère nord peut faire un très bon début de troisième partie, mais c'est juste que ça me paraissait bizarre. Faut que j'arrête avec mes écrans. On aurait pu démarrer le jeu par une lumière aveuglante dans la... ça me paraissait bizarre, en fait, qu'on commence le jeu avec tout qui pète. Moi, j'aurais adoré qu'on nous laisse à la fin de Rebirth sur « c'est complètement la merde ». Bon, en même temps, vous imaginez l'attente, ça aurait été horrible, hein. Encore pire. Hein. Mais parce que là, on a perdu Aerys, et on aime bien Choupinette. La scène est géniale et tout, hein. Mais Aerys, pour moi, hein, c'est pas Cloud. Hein. Le héros, c'est Cloud. Hein. Et là, on avait carrément perdu le cœur du jeu, quoi. Et on nous aurait laissé ça pendant 3 ans. Ça aurait été de la torture. Hein. Mais honnêtement, ça aurait été impactant de ouf. Hein. De Tifa qui reprend ses esprits à Junon et prend conscience de la situation. Ouais, voilà. Pour moi, le début de la troisième partie, dans ma tête, c'était ça. On démarrait le jeu littéralement comme ça. Encore une fois, mise en scène de FF7, masterclass absolue. Je veux dire, grosse lumière blanche et tout, et là tu rouvrais les yeux et t'étais Tifa qui se pose des questions, et t'avais ton exposition en fait avec Barrett qui... C'est exactement ce qui se passe dans FF7, hein, qui lui et l'épisode 3 aurait été l'épisode de la résolution des problèmes. Et tu te rends compte que ce qui se passe, c'est la merde. Super aéronef ultra turbo, et bim, et après, voilà, tu repartais avec Tifa, et des conflits externes avec les ennemis de la planète, la Shinra, Jenova, Sephiroth, Météor et tutti quanti. Voilà. Et quand j'ai joué à Rebirth pour la première fois, j'ai vraiment pensé qu'ils avaient en fait fait le choix de mixer le cratère nord avec le temple des anciens, en raison de quelques similarités entre les deux. Tout d'abord, la situation géographique du temple, qui est désormais située à l'extrême nord de la carte. Ensuite, moi je trouve que c'est assez logique d'avoir fait en raison de quelques similarités entre les deux. D'avoir fait ce changement, en fait, d'avoir mis le temple... D'abord, la situation géographique du temple. En haut, parce que du coup, ils ont rassemblé, en fait, vraiment tout dans une terre des anciens, parce que c'est vrai qu'avant, il était là, mais en fait, pourquoi il est là, on ne sait pas trop. Et là, moi, je trouve que ça lui donne un peu un rôle de porte d'entrée vers la terre des anciens. Et surtout que il est quand même un peu explicité, et ça là-dessus ils ont rattrapé un peu une incohérence du lore, c'est que c'est un temple, oui mais un temple de quoi? Parce qu'un temple c'est un truc religieux, et c'est quoi véritablement la religion des Cetra? S'ils ont une certaine forme de spiritualité, c'est leur lien avec la planète, et on peut même pas vraiment parler de forme de spiritualité parce que c'est quasiment pragmatique. Ils communiquent directement avec la planète, c'est même pas une croyance, c'est un truc qu'ils vivent intrinsèquement, quoi, par rapport à leur nature même. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le temple, du coup, qu'on va continuer à l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est la Matéria Noire. Et la Matéria Noire, c'est un truc qu'ils veulent protéger. Donc l'idée, je crois que c'est Tsang, en fait, qui parle plutôt d'une forteresse que d'un temple. Ça fait plus sens pour moi. C'est un truc pour protéger, en fait, pour empêcher les gens. Ça justifie le labyrinthe... le fait que ce soit un endroit qui soit très éprouvant, mortel, etc., pour ne pas qu'on arrive à la Matéria Noire. Et en même temps, je trouve que ça fait un peu gardien de la terre des Cetra.
Et j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler dans une vidéo, parce que moi, j'aimerais bien faire une vidéo où j'aimerais bien essayer d'inventer un petit peu, de parler un petit peu de ce qu'on peut imaginer sur les différentes zones qu'on va explorer. Et moi, j'attends quand même que la partie nord, elle soit très très liée au lore des Cetras. C'est déjà le cas dans FF7, on peut passer à côté parce qu'en fait, c'est dans les vidéos de la maison natale de Iris qui se trouve au village Glaçon. Là, je voudrais vraiment que ce soit inratable et qui se base, en fait, voilà, qui repartent un peu de cette idée-là dans FF7 comme ils le font toujours, mais qu'ils le développent et qu'on ait vraiment du lore sur les Cetras. Parce que pour l'instant, ça manque un peu dans le développement du lore autour de FF7 et je pense qu'ils vont le faire à ce moment-là. Qui est désormais situé à l'extrême nord de la carte. Ensuite, les vagues d'énergie Mako qui balayent les troupes de la Shinra et qui rappellent celles qui sont présentes dans le cratère nord. Certaines des armes ont déjà été introduites à Corel, puis à Gongaga. Même si ce ne sont pas les armes iconiques Diamant, Ultima, Émeraude, Rubis et Saphir, dans FF7, nous découvrions leur existence seulement à la fin de l'épisode du cratère nord. Je ne vais pas trop développer sur les armes parce que j'ai l'intention d'en faire une vidéo à part en fait. Il faut que je réfléchisse dessus parce que j'ai pas encore pris le temps de vraiment bien creuser le sujet, mais je pense qu'il y a des petits détails qu'il faut que je revérifie encore, donc j'en parlerai dans ma vidéo. Voilà. Un autre élément majeur et déclencheur de l'épisode du cratère nord est l'utilisation. Du coup, j'ai parlé pendant que je disais ça fout les poils à chaque fois. Non, mais c'est pareil, hein. L'arrivée des armes. L'arrivée des armes, quoi. De Tifa par Sephiroth pour atteindre Cloud et lui faire perdre pied mentalement. Alors là, on va faire un aparté, car on va pas se mentir, c'est un peu le bordel avec Sephiroth. Si l'on reprend le jeu d'origine, nous ne rencontrons physiquement Sephiroth qu'à 2 reprises et dans un seul endroit, au cratère nord. Alors là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va encore avoir Sephiroth dans son œuf de Mako, là Parce que du coup, de toute façon, Sephiroth, moi, je peux pas vous donner d'avis vraiment très arrêté sur Sephiroth, parce que c'est ce que je dis dans la vidéo, franchement, c'est un peu le bordel quand même avec lui. Mais je sais qu'il y a... En tout cas, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui me disent que pour eux, il n'y a pas, en fait, Sephiroth au cratère nord. Parce que, du coup, c'est à travers la rivière de la vie. Donc, il meurt à Nibelheim. Parce que Cloud le tue. Il régène ou je sais pas trop quoi à travers la rivière de la vie. Et que c'est directement ce Sephiroth là qui a récupéré un corps dans la rivière de la vie. Enfin, je sais plus quelles étaient exactement les idées, mais moi, je trouverais ça chaud qu'ils ne le mettent pas parce que ça change quand même vachement... Enfin, en tout cas, ça mérite de se creuser la question de d'accord, moi, je veux bien entendre que du coup, le corps de Sephiroth qui existe, donc le corps de FF7, celui qui est dans l'œuf de Mako, il soit pas là au cratère nord, mais alors faut que tu me racontes comment ça se passe au cratère nord à la place. Parce que c'est quand même un point central. Je dis pas que c'est pas possible, et honnêtement, j'ai pas spécialement réfléchi à la question là comme ça, mais et moi j'aime tellement la symbolique dans cette scène avec l'œuf, l'arbre, machin, tout ça. Pour moi, ça serait vraiment dommage qu'ils la mettent pas parce que cette scène, elle est surpuissante. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport au fait qu'on a déjà un Sephiroth actif, on va dire. En tout cas, il y aura des réponses autour de Sephiroth, je pense, au cratère nord. Du coup, c'est obligé. Ne serait-ce que pour ça. C'est ce qu'il y soit ou qu'il y soit pas, ça va forcément impliquer des choses par rapport à l'existence de Sephiroth qui est extrêmement nébuleuse dans la trilogie. Présentement, et par la suite, Sephiroth restera dans le cratère dans l'attente de la chute du météore. Autrement dit, toutes les autres incarnations de Sephiroth sont en fait les cellules de Genova que possèdent les hommes en noir qui sont activées pour prendre l'apparence de Sephiroth. Là, c'est quand même le moment, le cratère nord, où on rencontrait le vrai Sephiroth. Et c'est vrai que dans FF7, on avait quelques apparitions, mais du coup, c'était pas Sephiroth, c'était un Sephinova. Et surtout, Sephiroth était extrêmement mystérieux, parce qu'en fait, on en entendait beaucoup parler, mais on le voyait très peu. Et là, c'était la rencontre. Et encore une fois, c'est pour ça qu'FF7 reste toujours FF7. Et que oui, ça vaut le coup de le rejouer. Parce que de vivre l'histoire comme ça... Alors après, bon, les gens qui ont déjà fait la retrilogie, quand ils reviennent sur le jeu, du coup, Sephiroth, c'est peut-être plus aussi mystérieux et c'est dommage. Mais nous, à l'époque, c'était l'antagoniste, mais qui était quand même un peu dans l'ombre. Et là, c'était la rencontre. Donc, c'était un moment hyper important.
Et je me demande vraiment comment ils vont gérer ça pour garder les choses aussi impactantes alors que du coup Sephiroth n'a plus. Alors il garde une aura mystérieuse parce qu'en fait on comprend rien à ce qui se passe avec lui. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, pourquoi il est là, où est-ce qu'il est, la rivière de la vie, est-ce que c'est Sephiroth du futur, mais c'est beaucoup de la branlette intellectuelle en fait. C'est moins le minimalisme du côté mystérieux qu'on avait en jouant au jeu d'origine où on se disait juste c'est qui, il est où, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Voilà. Cependant, à certains moments, ces avatars de Sephiroth laissent la place à Jenova. Ce qui était le cas vraiment jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce qu'on rencontre Sephiroth. Cela semble n'être le cas que lorsqu'ils sont en possession d'un morceau du corps de la Calamité des Cieux. Néanmoins, je reste un peu perdu, et c'est encore pire dans la retrilogie. J'ai bien essayé de compiler des infos. Alors, ce tableau existe vraiment, hein, c'est pas un fake. Hein, je suis vraiment amusée à faire ce tableau pour essayer de comprendre les apparitions de Sephiroth et Jenova. C'est vous dire quand même comme c'est complexe, quoi. Parce que du coup... en plus, j'ai mis un code couleur. Je me rappelle plus d'ailleurs, c'est pourquoi j'avais fait. Alors, je sais que quand c'était non, j'avais mis en bleu. Quand c'était oui, j'avais mis en vert pour voir si visuellement, si j'avais des choses qui se recoupaient en fait. Est-ce que j'avais des schémas de couleurs qui revenaient? C'est-à-dire que si par exemple j'avais du jaune, je sais plus c'était quoi exactement mon jaune ou mon violet ou je me rappelle même plus. Mais de me dire si à chaque fois que j'ai du jaune, j'ai que du non, c'est qu'on a un pattern en fait qui ressort et qui peut me permettre de dire ok, donc à ce moment-là c'est ce Sephiroth, à ce moment-là c'est ce Sephiroth. Et en fait non. On le voit rien que là, tu vois. Des fois, j'ai du vert, des fois, j'ai du bleu, des fois, j'ai du violet, des fois, j'ai du blanc, des fois, j'ai du jaune. En fait, il n'y avait aucun pattern vraiment récurrent qui ressortait du tableau. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas terminé parce que je voulais le continuer avec Rebirth. Et parce qu'en plus, ils ont amené des éléments, par exemple, les auras violettes, les miasmes, on les a pas tellement dans Remake. Alors, au début, on n'en a pas, et après, on en a si dans la tour Shinra. Enfin... Ah, c'est un bordel, quoi. C'est un bordel. Je me suis vraiment cassé la tête. Alors, j'allais chercher les apparitions. J'avais mis des extraits de citations. Et aussi par rapport au comportement. Ça, je vais y revenir peut-être un peu plus tard. Mais le comportement de Sephiroth vis-à-vis de Cloud, des fois, il est plutôt du genre gentil, fais-moi un câlin, viens, donne-moi un coup de main, viens, on fait des trucs ensemble. Et des fois, il est vraiment dans la manipulation. Voilà, je suis ton maître, tu es mon pantin, non. Et c'est ça, en fait, qui m'avait un peu plus intriguée. Mais je vais en reparler après, quoi. Mais du coup, oui, c'est un vrai tableau. Hein, On s'en est retrouvé, mais... je me suis bien cassé la tête. C'est pas ça. Aussi, par commodité, j'appellerai ce personnage d'avatar de Sephiroth produit par les cellules de Jenova Sephinova. Alors, sur le Sephinova, il faut que je précise, c'est que c'est vrai qu'alors au départ, c'était le nom que j'avais donné à Avatar de Sephiroth produit par les cellules de Jenova. Donc pour moi, Sephinova, c'était le Sephiroth Jenova. C'est juste que c'était moins long de dire Sephiroth Jenova. Maintenant, des fois, j'ai tendance à l'utiliser aussi quand je sais pas. C'est-à-dire, je suis dans le doute. Est-ce que c'est Jenova ou est-ce que c'est Sephiroth? Bon, bah, je mets Sephinova, comme ça, dans tous les cas, j'ai raison. C'est la facilité. Mais c'est aussi parce que j'entendais beaucoup de gens parler de Sephiroth à tout bout de champ. Et moi, ça me dérangeait parce que ou de Glenn. Tu vois, quand les gens disaient oui, c'est Glenn. C'est pas Glenn. Enfin, c'est pas Glenn. Tu vois, c'est Glenova, quoi. C'est derrière Glenn, il y a Jenova. Et c'était important pour moi de mettre en exergue le fait que quand on parle de Sephiroth, c'est pas forcément toujours Sephiroth, en fait. Même si visuellement c'est lui, c'est pas forcément intrinsèquement Sephiroth, quoi. Si on y regarde de plus près, une immense partie des interventions de Sephinova dans Rebirth sont liées à des moments qui... Voilà. Alors là, par contre, pour moi, il y a une vraie différence de comportement. En fait, les deux grosses différences que je voyais au moment où j'ai fait la vidéo, ma réflexion était la suivante. C'était, il y a un Sephiroth qui veut l'aide de Cloud, et il y a un Sephiroth qui le manipule et qui en parle comme d'un pantin. Qui est plutôt, il y en a un qui est plutôt en mode collaboration et un qui est en mode manipulation. Et j'avais le sentiment, donc c'est très tranché en fait. C'était très tranché dans mon esprit quand j'ai fait la vidéo. Et pour moi, du coup, il y avait une différence entre Sephiroth qui veut l'aide de Cloud
Et ce Cefinova, donc où derrière, c'est plutôt la volonté de Genova qui veut le cloud Pantin. Et pour moi, c'était appuyé par le fait que la seule phrase qu'on entend explicitement dire de la bouche de Genova dans FF7, et d'ailleurs, c'est bien marqué Genova, c'est « tu n'es qu'un pantin ». Et aussi au niveau des interactions, et c'est pour ça que j'ai tenu à pas mal développé, c'est une grosse partie, le rapport avec Tifa, mais en même temps, moi je pense que dans le Cratère Nord, il est très important, et c'était vraiment le moment où le personnage de Tifa, il commençait à mettre un pied dans la porte scénaristiquement pour dire « Eh oh, je suis pas là que pour faire genre mini-jupe, gros nichon, machin. Là, voilà, je vraiment commencer à montrer à quoi je sers réellement. » Et en fait, si on regarde bien les interactions de Sephiroth, bon, je vais l'expliquer après dans la vidéo, alors peut-être que je passerai un peu vite la vidéo, mais les interactions de... Ou je vais peut-être laisser tourner pendant que je vous raconte. Directement. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais c'est juste pour bien garder le schéma en tête. Le Sephiroth qu'on voit interagir pendant les 3/4 du jeu, Aeris, il en a rien à foutre. Littéralement. Je veux dire, Aeris ne l'intéresse absolument pas. Alors qu'à la fin du jeu, il y a vraiment une confrontation. À partir du moment où on arrive au Temple des Anciens, là, ça devient... je veux dire, lui, Tifa, il en a un peu rien à foutre. Enfin, en tout cas, il n'interagit pas spécialement avec. Mais par contre, Aeris, clairement, c'est la bagarre, quoi. Le je t'ai sous-estimé, le fait qu'on le combat avec elle à la fin, tu es dans l'erreur. Enfin, il y a un antagonisme entre les deux qui est vraiment très, très montré. Mais le Cefinova qu'on voit tout le long du jeu, que je vais détailler après, jamais il interagit avec Aeris. C'est full Tifa, quoi. Et comme c'est très tranché au niveau de ces deux façons d'interagir de Sephiroth, j'en avais un peu déduit que du coup, il y en a un qui était Sephiroth et qu'il y en a un qui était Genova. Et par extension, qu'ils n'ont pas forcément le même objectif tous les deux. Il y en a un qui a besoin de Cloud et il y en a un qui veut l'éliminer, en fait, ou en tout cas le manipuler. Il y en a un qui est plutôt dans la collaboration et l'autre qui est plutôt dans la destruction. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en même temps, c'est peut-être même pas forcément très clair dans mon esprit parce que c'est pas arrêté, parce qu'il nous manque des clés de lecture. Hein. Mais moi, je voyais vraiment une différence là-dedans, quoi. À calme, Tifa propose à Cloud de s'entretenir en tête-à-tête avec lui dans le but d'éclaircir leur divergence de souvenirs. Voilà, toutes ces interactions qu'on voit là, Sephiroth, il apparaît. Alors pour moi c'est Cefinova parce que voilà, je l'explique maintenant. Est-ce que ça peut être un Sephiroth qui est inventé par Cloud et qui rejette Tifa parce que Tifa c'est la vérité et qu'en fait à chaque fois qu'elle amène de la vérité, son esprit fait barrière à travers Sephiroth. Ça peut être ça aussi, hein. Mais il y a quand même, bon, moi j'avais quand même développé dans la vidéo le fait que voilà, à chaque fois on est là, c'est quand même clairement Sephiroth qui parle et on a tous les miasmes, on a le rapport avec Genova et ce fameux Don't let her fool you que j'avais mis. Je vais mettre pause, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, la version anglaise, elle est mal traduite, il faut pas se baser dessus, etc., etc. J'en ai conscience, hein. J'en ai conscience. C'est d'ailleurs pas pour rien. Enfin, moi, je fais en fait la version anglaise pour l'émotion, parce que j'aime bien l'acting et tout ça, j'aime bien aussi certains choix de casting. Mais quand je refais le jeu, je le fais en japonais sous-titré français, en fait, parce que effectivement, je me base beaucoup plus sur la traduction française. Mais là, alors si le her, il est mal traduit, c'est chaud quand même, hein. Parce que c'est vrai qu'en anglais, comme ils ont le système pronominal, il fonctionne pas de la même manière que nous. Quoi qu'ils ils auraient pu dire la même chose. Ils auraient pu faire dire la même chose que Cloud grammaticalement parlant. Le fait qu'ils aient choisi un pronom féminin, alors qu'ils auraient pu mettre they, ce qui est neutre chez eux en fait. C'est l'équivalent du il qu'on a maintenant chez nous, quoi. Mais ils ont choisi de mettre un pronom féminin. C'est quand même pas pour rien. Alors ça peut faire référence à Genova, mais ça peut aussi faire référence à Tifa, qui, ce Cefinova essaye de relier à Genova de toute façon. Hein, donc ça revient quasi au même, quoi. Donc pour moi, c'était pas anecdotique.
Et c'est pour ça que j'ai quand même choisi de mettre en exergue cette phrase-là. Parce que si c'est une erreur de traduction, c'est vraiment des baltringues. Hein. Mais je suis partie du principe que quand même de faire un choix qui a un impact sur la compréhension sans savoir où ils vont, ça me paraissait quand même un peu tendu alors qu'ils n'étaient pas obligés d'être aussi précis. Donc c'est pour ça que ce coup-ci, je l'ai mis en avant. Où il y a des fois où quand j'estime que la traduction anglaise, elle peut apporter un éclairage sur la compréhension, ça me paraît quand même pas intéressant. Enfin, ça me paraît quand même intéressant de pas la mettre complètement sous le tapis. Maintenant, j'en conviens. Il se peut qu'ils aient fait des méga grosses erreurs de traduction et que ça soit vraiment de la merde. Hein. Don't let her fool you. Ne la laisse pas t'avoir. Un la qui peut évoquer à la fois Genova et ou Tifa dont elle aurait pris l'apparence. À Corel, dans le cabinet du docteur Sheran, cabinet qui est, je le rappelle, blindé d'hommes noirs. Ouais, voilà, moi en fait c'est ça, c'est le truc qui me fait dire que c'est quand même pas complètement dans l'esprit de Cloud. C'est le côté déjà, c'est ces miasmes violets là qui rappellent quand même très souvent Genova. Alors là effectivement ils apparaissent pas, mais on voit littéralement quand Cloud essaye de taper ce Sephiroth là qu'on vient de voir dans le cabinet du docteur Sheran, il y a Barrett qui arrête Cloud parce qu'il est en train de frapper un homme en noir en réalité. Donc pour moi, c'est pas que dans son esprit, c'est vraiment... c'est dans son esprit puisque les autres le voient pas. Mais je pense qu'il y a quand même du Genova derrière. Grandement affaibli, subit une montée d'adrénaline en voyant Tifa en danger de mort et se précipite pour la sauver, bien que n'étant pas en pleine possession de ses moyens. Sephinova apparaît pour tu as tous ces moments-là. Iris, on ne sait pas où elle est, quoi. Balek. Enfin, je veux dire, le rapport Sephiroth-Iris, il est absolument pas montré. Là, c'est vraiment, il y a un focus sur Tifa, ce qui est très différent de l'antagonisme, encore une fois, Iris-Sephiroth, qui est très appuyé et qu'on a à la fin. Et je me demande vraiment, du coup, où ça va nous amener en fait tout ça là avec cet antagonisme Genova-Tifa. Moi il m'intrigue vachement et je me demande vraiment comment il va être développé dans la troisième partie. Sephinova revient à la charge pour le faire douter et tenter de tuer Tifa. Tifa est alors confrontée à nouveau à Sephiroth dans le livestream pendant le combat des armes et des fileurs blancs contre Sephinova et ses fileurs noirs. Oui, parce qu'après, il y a toujours la question, il y en a qui vont dire oui, c'est les armes qu'il essaye de buter, c'est pas elle. Ah, quand même, la mise en scène. Enfin, je veux dire, quand il te montre un truc, il te le montre pas pour rien. Il avait 1 milliard de manières de taper les armes sans forcément taper dans la matéria. Pour moi, franchement, c'est Tifa qui est visée. Mais, les armes aussi, bien sûr. Mais si on se remate la séquence, il y a quand même un moment où... on voit Sephiroth qui prépare sa lame pour frapper. Le plan qui montre Sephiroth en fait qui fonce vers l'arme et directement gros plan sur Tifa avant qu'on le voit frapper l'arme et qu'on ait de nouveau un gros plan avec Tifa qui évite. C'est pas qu'il la rate, c'est clairement Tifa qui évite la lame quoi. Donc pour moi, il n'y a clairement pas d'ambiguïté. C'est elle qui était visée et qui a esquivé le coup. Je peux pas m'empêcher de penser que Tifa, elle représente une menace. Et encore une fois, ce que j'explique après dans la vidéo, c'était déjà le cas dans le jeu d'origine. Sauf que là, c'est plus développé. Quoi. Ah ouais, moi je veux voir Tifa mettre une patate à Sephiroth. Square Enix, hear me out, c'est mon fan service à moi. Je veux voir Tifa se faire Sephiroth à un moment donné. Enfin, se le faire, elle va pas se déboîte, mais je veux qu'elle lui mette une mandale à un moment donné. Hein. J'en reparlerai de cette séquence-là quand je parlerai du livestream. Putain, j'ai tellement hâte d'avoir à bosser sur la vidéo du livestream, mais j'ai d'autres vidéos à faire avant, mais elle m'intrigue vachement cette scène. Sauf Cloud, qui s'éloigne d'elle sur la façon dont ça se passe, le blanc et tout ça là. Pendant une bonne partie du jeu, il semblerait néanmoins que Tifa gagne la bataille. À la suite de cet épisode, Cloud et Tifa se rapprochent à nouveau. Ils peuvent même se rapprocher beaucoup selon le choix du joueur. Ah. Au départ, évidemment, pour la blague, je voulais mettre la scène du bisou. Et en fait, j'ai marché sur des œufs de ouf parce que c'était ma première vidéo. Et en fait, juste après, il y aura... le plus important étant que Cloud se confie à Tifa. Voilà, j'ai mis beaucoup de scènes, en fait, vu le sujet, puisque je parlais de la relation Cloud-Tifa. J'ai été obligée de mettre beaucoup de scènes où on les voit interagir tous les deux. Et
Et j'ai pris un soin extrême à ne surtout pas mettre des scènes où il y avait de la tension amoureuse ou sexuelle dans le sens de désir de l'autre, en fait, entre les deux. Parce que je me suis dit, c'est ma première vidéo. Je vais être obligée de parler beaucoup de la relation Cloud-Tifa, parce que c'est comme ça, c'est dans le scénario. Je parle du cratère Nord, évidemment que je suis obligée d'en parler. Mais je me suis dit que si je mettais des trucs où on sentait trop la vibe amoureuse, direct, j'allais avoir des gens qui allaient tomber dans le c'est qui la meilleure waifu et qui allaient venir me prendre la tête pour me dire oui, gna gna gna, Tifa, gna gna gna, Iris, gna gna, alors que c'était pas du tout mon propos. Donc vraiment, et pourtant, franchement, j'aurais voulu mettre des scènes romantiques entre les deux. Pouah, j'avais de quoi faire. Hein. Il y a à manger. Hein. Littéralement, là, je pouvais mettre que ça. Hein. C'est pas de problème. Je veux dire, honnêtement, rien que dans Remake, la tension sexuelle entre les deux, non mais sans déconner, elle est tellement épaisse que tu peux t'en couper une tranche, tu te la claques entre deux tranches de pain, tu t'en fais un sandwich. Hein. Cloud, il a faim de ouf au début de Remake. Hein. C'est beaucoup trop mignon d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas voulu le faire parce que je voulais pas... Je voulais pas qu'on tombe dans ce type de débat-là qui m'emmerde profondément et qui n'était absolument pas mon propos, quoi. Donc j'ai pas mis le bisou, j'ai mis juste le petit câlin. Pour faire la blague quand même. Parce que c'est ça, en fait, c'est le romantique, pas romantique, on s'en fout. C'est pas la question, tu vois. Pour moi, c'est la question du rôle de Tifa par rapport à Cloud, en fait, point barre, quoi. C'est dans le scénario. Et je sais que ça déplaît à certains, mais Tifa a un rôle dans le scénario, les gens, un rôle important. Donc on est un peu obligé d'en parler à un moment donné, quoi. Et je vais certainement pas me priver parce que je l'aime énormément, ce rôle. Oh, je suis un peu dégoûtée, je n'ai pas trouvé d'où venait cette... j'ai trouvé cette image sur Internet, mais j'ai pas le copyright, en fait. Ça m'embête beaucoup. Ça me gêne énormément d'utiliser des images qui sont faites par des gens, des fanarts, quand je peux pas citer à minima la personne. Alors j'essaye toujours de contacter les artistes quand c'est possible pour leur demander l'autorisation. Bon, même si maintenant je le fais de moins en moins parce qu'en fait il y en a qui me répondent très gentiment et je me sens toujours je me sens toujours beaucoup plus légitime de le faire quand il y a l'artiste qui m'a dit oui vas-y pas de problème et tout. Mais il y en a de plus en plus qui répondent pas, donc ils me disent pas oui mais ils me disent pas non. Alors, je suis toujours un peu emmerdée, mais je veux dire à minima et puis il y en a que j'arrive même pas à contacter tout simplement. Mais à minima j'aime toujours quand même au moins mettre le copyright, je trouve que c'est vraiment important. Et celui-là je l'ai pas trouvé, mais elle me plaît tellement trop cette image. Moi déjà ils sont trop mignons, j'aime trop les côtés chibi et tout. Et puis Et puis, mais c'est tellement... moi, je trouve elle représente vraiment la façon dont je vois les choses, en fait, avec la tête de Tifa qui est en mode « Non, tu touches pas à mon Cloud », et puis l'autre qui est complètement... qui est tout faiblard là derrière. D'ailleurs, s'il y en a qui se demandent, c'est marqué Tifa, en fait, ici. Voilà, le petit truc en... Hiragana, katakana, je sais jamais. Katakana, je crois. Donc, bon, je les ressors à chaque fois, mais si quelqu'un à la ref est capable de me dire qui a fait ce fanart, je prends, parce que je voudrais vraiment pouvoir au moins citer la personne qui l'a fait. Il est beaucoup trop mignon, ce truc. Très mignon et pour moi très parlant en même temps. Après la phase typique exploration du donjon, Cloud et son équipe... Ouais, donc là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps en fait, à débunker cette scène. On voit d'emblée que Cloud est extrêmement conscient du danger que représente Sephiroth et ne semble pas ça me paraissait super important parce qu'en fait, j'entendais beaucoup de gens dire que à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant, mais au début, j'entendais pas, je lisais pas mal de gens qui disaient que pour eux, le fait que Tifa... soit vu comme un antagoniste par rapport à Sephiroth, c'était nouveau. C'était nouveau dans la retrilogie. Alors que pour moi, pas du tout. Alors évidemment que c'est beaucoup moins développé, mais pour moi, c'était déjà là, dans le jeu d'origine. Et c'était important pour moi de l'appuyer parce que ma vision globale de la retrilogie, qui n'est pas du tout celle de certaines autres personnes, et je le comprends, mais du coup, ça me permet aussi d'expliquer dans la globalité pourquoi je pense comme ça, reste quand même très proche
dans le Déjà, fond en termes de langage corporel, la différence est de ce flagrante. qui nous est donné dans À mesure que Cloud FF7. commence à comprendre que Tifa ne peut Parce plus qu'il manipuler y a, ses pouvoirs, le corps de Cloud j'en s'affaisse, parlais comme encore pour dans le, signifier dans son le dernier abaissement live mental. que j'ai fait avec Et il aura Cal, où bientôt Cal il comprendre disait mais il y a pourquoi. trop de choses à raconter et je lui disais je Dans suis pas FF7, c'est certaine la et c'est première pour fois ça que que je Cloud suis part pas autant à certaine cœur en ouvert, fait et parce on sent que bien qu'il pour moi s'accroche au soutien de ça Tifa, qui reste lui en fait croit si vous voulez la justement. On forme. comprend à ce moment qu'elle est comme la béquille Si, qui si je permet d'avancer. devais Mais décrire un là, peu c'est la beaucoup plus retrilogie par rapport à Tifa ne peut FF7 plus pour contrôler moi, Cloud, elle ne peut pas lui donner c'est la un peu ça, confirmation qu'il a besoin. c'est-à-dire que Et voilà, la béquille vient de sauter, Cloud a perdu son la contrôle. forme est différente, mais le fond ne l'est pas tant que ça. Et en ce qui me concerne, il y a beaucoup de moments qui sont considérés par certaines personnes comme des ajouts et des nouveautés de la retrilogie, qui pour moi sont pas tant des nouveautés que ça, mais sont vraiment des extensions de ce qui avait déjà été donné dans le FF7 d'origine. À part peut-être pour le Wutai, la guerre au Wutai, Glenn, tout ça. Là c'est... Et encore, bon, le conflit Wutai, il existait déjà, mais là c'est vraiment un gros ajout. Mais pour ce qui est de l'arc de Cloud, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de nouveautés que ça. Pour moi, c'est des approfondissements, c'est des enrichissements, c'est des développements pour aller plus loin, pour pouvoir mieux raconter l'histoire qu'ils avaient en tête au départ. Mais c'est pas forcément si nouveau que ça. Et ah oui, et évidemment, les fillers, c'est du rajout. Voilà. Après, comment ça va retomber sur ses pattes, on ne sait pas, mais ça, c'est sûr que c'était pas du tout. Et encore que c'était pas du tout dans le jeu d'origine. Je suis même pas sûre parce que Nojima, quand il a dit que pour comprendre les mondes et tout ça, il fallait, que lui s'était inspiré du Yogacara et de la psychanalyse de Carl Jung, de l'inconscient collectif de Carl Jung et tout ça. Il a dit que c'était ses inspirations quand il a fait FF7. Quand il a écrit FF7, pas la retrilogie. Donc encore une fois, pour moi, à travers les mondes, il est en train d'exploiter une idée qui lui a permis de construire en fait le système de la rivière de la vie, ou en tout cas de le développer, etc. Que maintenant il est à même de nous expliquer mieux, ou peut-être plus en profondeur, mais qui était très certainement déjà à l'origine dans sa vision du fonctionnement de la rivière de la vie quand il a fait FF7. J'ai mis sur pause parce que, putain, cette scène-là, on a tous des scènes qu'on attend dans FF7, enfin dans FF7 ou dans ce que tu veux, quand il y a des remakes ou des adaptations qui sont faits, on a tous la scène qui nous tient à cœur et qu'on a envie de voir. Je vous jure que moi, c'est celle-là. Le craquage de Cloud, parce que, encore une fois, c'est le moment où j'ai ressenti de l'empathie, peut-être pas de l'empathie, mais de la compassion pour ce personnage. C'est le moment où Cloud, il m'a touchée. Mais il m'a touchée de fou, quoi. De fou. Je sais pas si je le mets après, mais le donnez-moi un numéro. Mais je vous jure, je suis émue rien que d'en parler. Là, cette scène-là. Ah merde, je l'ai coupé. Le s'il vous plaît, le fait qu'il s'abaisse au point de supplier cette raclure de chiottes de Hojo, de lui donner un numéro, donc pour en faire un mec factice, tellement il a perdu pied avec son humanité, tellement il a plus l'impression d'être qui que ce soit, en fait. Moi, mais ce moment-là, quand j'y ai joué à l'origine, il m'a bouleversée. J'en avais les larmes aux yeux, quoi. Je suis émue rien que d'en reparler. Moi, je veux qu'il y ait ça dans la retrilogie. Hein. Où il faut me faire un truc au moins avec la même puissance émotionnelle. Hein. Le craquage de Cloud, il va me briser. Je le sens, il va me briser. Parce qu'en plus, à l'époque, j'étais pas particulièrement attachée à Cloud avant. Mais là Cloud, mais c'est mon bébé, quoi. Vraiment. Hein. C'est dans la retrilogie, Cloud, c'est mon bébé, quoi. Oh, je vais te... Oh la vache, ça va faire mal. Ça va faire mal. Hein. J'ai beau avoir 40 balais, là je vais être plus personne, hein, je vous le dis. Hein. Oh putain, cette scène avec... Oh mon dieu. Cette scène avec Nanaki, elle était horrible. Ah, je vous jure, je vous en parle, j'ai presque les larmes aux yeux, là. Truc de fou. Mon Dieu, ça fait mal à chaque fois. Misérable échec. Ah non, mais... Rebirth apporte a priori un changement majeur dans son traitement pré-Cratère Nord. Déjà, à la fin de Rebirth, Cloud a, on ne sait trop comment, récupéré, si ce n'est là, au moins une Materia Noire. Donc, plus besoin de la reprendre à un clone / Genova.
Mais surtout, dans FF7, juste avant le cratère nord, Cloud est parfaitement et ouvertement conscient de sa faiblesse mentale. Au temple des anciens, Là, par contre, c'est un vrai il a gros agressé changement. Aerys et donné la matière noire à C'est un l'ennemi. vrai gros Il a changement manqué de parce tuer Aerys à que l'hôtel de la cité des anciens. Il se sait manipuler et en parle c'est vrai que par ouvertement à ses rapport compagnons. à la façon dont Dans un il premier vit temps, la il mort refuse d'ailleurs- d'Aerys, on va dire qu'il s'en remet entre guillemets beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement enfin facilement, je dirais pas parce que ça revient du coup dans Advent Children où il y a eu un rétropédalage par rapport à ça et ils ont plus développé en fait cet aspect de deuil, de culpabilité, de tout ça. Mais dans FF7, c'est vrai il passe beaucoup plus vite à autre chose alors que là dans Rebirth, aïe 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 aïe. La chute va être Ah, mais moi, je vais faire que de chialer. Donc, si c'est bien fait, la troisième partie, je vous jure, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Hein. Pourtant, je suis pas... je vous jure, je pleure pas facilement hein, devant un écran d'habitude. Hein. Franchement, faut vraiment que ça y aille pour que ça me touche. Mais là, je vois déjà comment j'ai chialé à la fin de Rebirth. Ça va pas avec la mort d'Aerys et tout, mais surtout les parties avec Zack et tout ça. Mais là, ouah. Je suis pas prête, hein. Et je vais vous dire honnêtement, je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi parce que c'est pas leur attente, ils ont des attentes beaucoup plus intellectuelles que moi sur le jeu. Hein. Mais même si la fin, oui, on nous a dit que c'était une suite et en fait c'est pas une suite, et même si ça retombe sur FF7, je vous jure, si c'est bien fait, je vais être tellement émue pendant. C'est moi si je suis émue pendant ce voyage, s'ils arrivent à me faire rire, à me faire pleurer, à me faire à me retourner émotionnellement, je m'en fous, ça aura valu le coup. Rien à foutre, même si intellectuellement ça tient pas à la route. Alors je préférerais bien sûr évidemment. Hein. Mais du moment qu'il me touche émotionnellement, je ne serais pas déçue d'avoir vécu l'aventure, en fait. Par contre, pitié, faites qu'il soit heureux à la fin, quoi. Moi, je veux... Faites qu'il soit heureux à la fin. Moi, je veux le voir vraiment heureux. Hein. Là, je veux bien traverser toute l'émotion négative du monde, mais faut que ça se conclue sur autre chose que juste un micro-sourire à la con, là. Non. Je veux pas ça, moi. Oh non. Il faudra guérir mon petit cœur à la fin. Là, les gars, on a tellement pris cher avec Advent Children, avec On the Way to a Smile, avec... Ah non. Là, faut... Non. Vous pouvez pas me laisser là-dessus. C'est pas possible, quoi. Bon, je dis ça, mais si jamais Aerys revit pas, tous les gens qui veulent qu'elle revive et qui ont besoin de ça pour qu'on guérisse leur petit cœur, ils seront déçus. Donc bon, bah, peut-être je serai... Enfin, ils seront déçus. En tout cas, ils resteront avec cette petite blessure. Donc peut-être que je resterai quand même avec ma petite blessure personnelle. Hein, mais putain, j'espère tellement pas, quoi. On suit la trame de FF7. Après l'épisode de la Cité des Anciens qui se conclut par la mort d'Aerys, le groupe se dirige vers le cratère nord en passant par le village Glaçon. Or, d'une part, à la fin de Rebirth, le groupe est revenu dans les plaines pour réparer le Tiny Bronco. Oui, alors là, c'est le moment où je parle par rapport à FF7, le village fusée ou encore le Wutai. Est-ce qu'on va y aller tout de suite ou pas ? Bon, bah voilà, j'en ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, moi je pense que si je mets un billet sur le fait qu'on va y aller tout de suite, quoi. De locomotion qui permet d'explorer le monde dans n'importe quel ordre. Et à un moment donné, il faut un peu mouiller sa chemise. C'est bien d'explorer toutes les possibilités, mais si je dois mouiller ma chemise, je dirais on commence par le caméo des vagues d'Hadès. Alors, car j'ai en tête de faire une vidéo dédiée. Là, je l'ai mis pour moi toute seule, hein, celui-là, clairement. En fait, c'est vrai quand je sais pas pourquoi, hein, quand j'ai pensé vague de Mako, ça m'a fait penser vague d'Hadès. Bon, voilà, rien à voir, mais en même temps, si, parce que les deux tuent des gens, donc... Mais bon, c'est mon côté fan de Senseiya. Et à la base, en fait, je voulais mettre un extrait de State Alchemist. Parce que, bon, bah voilà, je l'ai dit dans ma vidéo sur Aerys, c'est mon idole, State. C'est mon idole. Moi, je veux dire, c'est... Dans l'idéal... En tout cas, c'est l'idéal de la chaîne YouTube vers lequel je voudrais tendre. Je dis pas que je l'atteins, certainement pas, mais c'est vers ça que je veux tendre. C'est-à-dire qu'il avait un truc à raconter, il a fait la série abrégée des Chevaliers du Zodiaque, donc avec l'arc du Sanctuaire. Pour ceux pour qui c'est une référence, évidemment, si vous connaissez rien aux Chevaliers du Zodiaque, là je parle chinois. Mais il a fait son truc, et quand il a eu fini de faire son truc, il s'est arrêté, quoi. Mais du coup, il a pas fait 50 000 vidéos, mais il a fait que des dingueries. Et c'est excellent du début à la fin. Je veux dire, chaque seconde qu'on passe sur ces vidéos, elles sont géniales, en fait. Toutes ces vidéos sont géniales. Et
Et il est très drôle. Enfin, il m'a fait pleurer de rire dans certaines vidéos. Et en même temps, c'est un humour que j'adore parce que... alors, il y a plein de types de blagues dans ces séries abrégées. Vraiment, si vous connaissez Senseiya et que vous n'avez jamais été voir la série abrégée, mais par pitié, rendez-vous service, allez voir, quoi. Et en fait, il a plein de types de blagues. Il a des jeux de mots, il a des références extérieures, il a des blagues qui sont un peu méta, etc. Mais il a surtout son humour, il fonctionne quand on connaît très bien. Plus tu connais l'œuvre de Senseiya, et pas seulement à travers l'animé qu'on regardait quand on était gamin, mais aussi à travers les films, à travers le manga, etc. Et plus c'est drôle, en fait. Et c'est vraiment, moi, c'est le genre d'humour que j'aime, parce que c'est un humour moqueur, c'est de la parodie, évidemment, mais ça marche parce qu'il y a un amour infini et une vraie connaissance de l'œuvre d'origine. Et c'est vraiment le type d'humour que j'essaye de mettre moi dans mes vidéos. Alors est-ce que j'y arrive aussi bien que lui ? Non, très certainement pas. Mais voilà, c'est ma source d'inspiration et c'est même en termes de format, c'est-à-dire que bon, maintenant j'ai rajouté plein de trucs de blabla avec les causeries et tout parce qu'il y a la commu et que c'est important pour moi de créer des liens avec la commu parce que derrière ça, il y a une aventure humaine et que j'ai envie de la vivre. Lui, State, il le faisait avec son blog. Il avait un blog à côté et c'était encore à l'époque où les gens ils lisaient des trucs sur Internet et qu'on avait des blogs, donc il faisait ça. Moi, je le fais directement dans les vidéos. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, quoi. C'est que mon objectif en tant que créatrice de contenu, c'est pas de faire 50 000 vidéos et c'est pas de parler FF7 à l'infini. Quand le jeu il sera sorti, moi, je pars de YouTube. J'aurai plus rien à... Enfin, sur l'objectif que je m'étais fixé avec cette chaîne, peut-être qu'on en parlera encore un petit peu après, si j'estime que j'ai des choses à raconter ou pas. Mais ça va pas durer non plus en 7 ans. Moi, dans 3-4 ans, je suis plus là. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Mais par contre... je tiens à mettre un soin infini dans toutes les vidéos que je produis, quitte à y passer des mois, parce que si je dois laisser un micro-héritage, bon, lui, il fait des centaines de milliers de vues, on n'est pas sur le même level, mais tant pis, c'est quand même cette part de nous-mêmes qu'on laisse dans la sphère publique, donc c'est important. Moi, je veux que les gens, ils sentent qu'il y a eu un... C'est l'impression que je veux laisser aux gens à travers mes vidéos, c'est que j'aime profondément FF7, que je me suis quand même cassé le cul à vraiment essayer de comprendre l'œuvre, qu'il y a un vrai travail de recherche, etc. Et qu'il y a un soin particulier dans la réalisation des vidéos pour faire que quand les gens ils regardent mes vidéos, bah, même si elles sont longues, ils voient pas le temps passer et qu'ils se disent que ils ont pas eu voilà, faut vraiment que ce soit soigné, quoi, qu'il y ait du travail, que tout soit vraiment fait aux petits oignons, parce que je veux laisser quelque chose qui peut durer dans le temps. Et pour moi, l'idéal, ça serait que quelqu'un qui retombe sur ma vidéo, sur mes vidéos, même après que la retrilogie soit sortie, se dise que rien que pour le soin que j'ai mis dedans et entre guillemets la qualité, alors ça paraît pas très modeste de dire ça, mais je dis pas que mes vidéos sont ultra qualitatives. Je dis que moi, je veux les rendre. C'est mon objectif quand je le fais, et on est obligé de se donner des objectifs d'aller vers un idéal, même si qu'on y arrive ou pas, ça c'est pas la question, mais moi je veux que les personnes puissent se dire ça valait le coup de regarder la vidéo, en fait, même une fois que ce sera sorti, parce qu'il n'y a pas que de la réflexion de théorie, il y a aussi l'analyse, il y a la passion qui transpire, il y a l'humour, etc., quoi. Donc c'est vraiment mon inspiration la plus absolue. Et au départ, je m'étais donné comme objectif de me dire, dans chacune des vidéos que je vais faire, je vais mettre un easter egg avec State Alchemist. Et parce qu'en fait, moi, j'arrive à faire des connexions entre les Chevaliers du Zodiaque et FF7 quasiment à tous les niveaux. Mais je me suis dit, ouais, mais alors, en tout cas, j'en voyais plein dans les vidéos que j'avais en tête. À chaque fois, j'étais sûre que je pouvais mettre un petit truc à la con qui ne parlerait bien sûr qu'à moi. Hein. Mais c'est pas grave, c'est mes vidéos. Moi, je me fais plaisir aussi. Et je me disais... Et puis finalement, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, mais si par la suite, après, je suis coincée, si j'ai lancé délire, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Donc, bon. Mais du coup, c'est l'extrait de l'animé... qu'on regardait dans les années 80-90. J'ai pas mis State Alchemist. Donc évidemment, on a l'impression que ça tombe quand je suis sur la soupe. Ce caméo de 1/4 de seconde ne parle qu'à moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est mes vidéos. Moi, je mets aussi des petits trucs pour moi. Si vous avez pas les rêves, c'est pas grave. Surtout qu'on a déjà une montagne de gameplay pour je me tape mon délire toute seule dans mon coin. Si on considère que la construction de la Matériel Nord n'est plus d'actualité, il n'est donc pas impossible que le donjon du Cratère Nord n'ait plus tout à fait la même structure. Même si je trouve que ces tornades au Cratère Nord accentuaient la présence forte je me demande vraiment comment ils vont le faire. On sentait vraiment qu'on arrivait au cœur d'un noyau d'énergie. Ça va pas être du tout la même chose que FF7. En fait, on pourrait penser que tous les éléments qui étaient choquants entre l'histoire de Sephiroth, est-ce qu'il sera dans son œuf ou pas, le Cratère Nord est-ce qu'il y
important car encore on les vagues découvrait de énormément Magua. de Si choses ça à se ce trouve, moment le du jeu. Cratère Nord, Le ça fait va que être Cloud genre se savait le tueur rien de à temps voir, perturbé quoi. mentalement, c'était nouveau. L'absence de Cloud à Nibelheim, c'était nouveau. L'importance réelle de Tifa pour Cloud, c'était nouveau. La vraie connexion de Cloud avec les hommes en noir, si je ne me trompe pas, Ouais, voilà, c'était tout nouveau. ça, maintenant, Les armes, ils nous c'était l'ont nouveau. déjà amené, en fait. Hein. Aussi, on pourrait avoir tendance à penser que l'épisode du Cratère Nord ne sera pas aussi impactant qu'en 97. Mais je ne parierai pas Non, moi, là-dessus. je pense qu'il Maintenant sera que nous aussi sommes un peu impactant. plus au fait de la façon Mais, dont de Square toute Enix façon, il gère faut cette qu'il soit aussi trilogie. impactant. Jusqu'à présent, les twists choquants de Je Naguère ont été refuse le plus souvent d'imaginer qu'il ne remplacés le par fera une pas. construction narrative Mais progressive et les effets de comment surprise ont ils été vont gauler déplacés. le truc, Si je reprends l'exemple de ça se Tifa, trouve, parce ça que va oui, être j'aime bien parler de Tifa, hyper dans FF7, différent. la Hein. teneur réelle de la relation entre Cloud et Tifa n'est pas vraiment développée pendant toute la première moitié du jeu. On sait qu'ils se connaissaient pendant leur enfance, on connaît la promesse, on sait que Tifa cache quelque chose à Cloud, mais c'est à peu près tout. Du coup, quand Cloud avouait à Tifa « seule ton opinion compte », c'était un choc. Mais ce qui fonctionnait dans un jeu à l'ancienne ne peut plus fonctionner avec un jeu réaliste qui plus est en 3 parties. Si pendant 2 jeux entiers, avec l'acting, les cinématiques, l'accent qui est mis sur les relations... Non, parce que les gens qui arrivent encore à dire aujourd'hui Tifa, c'est juste le cotanichon du jeu. Bon, déjà, de une, ne vous fatiguez pas, plus personne ne vous croit. Hein. Je veux dire, les gens qui ont vraiment prêté attention au scénario ne vous croient plus. Et il y a un moment donné... stop quoi, d'accord. Ok, c'est pas votre waifu, d'accord. Ok, mais c'est pas que le rôle de Tifa dans le scénario. Elle sert aussi à autre chose. C'est vraiment, mais qu'il y a encore des gens qui arrivent à me dire aujourd'hui, oui, non, Tifa elle est pas très importante dans le scénar, mais vous y croyez même pas vous-même. Vous n'y croyez. C'est pas possible que vous ayez des neurones, que vous ayez joué au jeu et que vous croyez réellement à ce que vous dites. Je ne vous crois pas. C'est du troll total et absolu. Entre les personnages, il ne se passe aucune interaction, aucune alchimie entre Cloud et Tifa. Si tout à coup Cloud balance seul ton opinion compte, on aura l'impression que ça sort de nulle part. C'est pourquoi la retrilogie te fait bien. J'aime tellement Bien. trop la scène de la promesse dans comprendre que Cloud et Tifa, c'est le important. remake. Voilà, donc c'est toute la partie là où tous les extraits en fait que j'ai mis pour montrer la relation Cloud-Tifa. En fait, j'ai vraiment pris un soin drastique à ne pas mettre de scènes qui soient trop ouvertement romantiques en fait. Et c'est marrant parce que du coup, quand j'ai monté ma vidéo et que du coup, alors évidemment à la fin, quand j'ai fini de monter, il y a toujours ce passage, enfin cette étape extrêmement chiante où on est obligé de la regarder, la re-regarder. Enfin moi en tout cas, je le fais parce que chaque microseconde de transition, de machin, si ça va pas, il y a des fois je réupload tout. Enfin, en fait, mes vidéos, je les découpe en plusieurs parties. Et j'en réupload certaines en entier parce que j'ai changé une demi-seconde qui me plaisait pas. mais du coup, j'ai été obligée de revoir tout ce moment-là et ça donnait plutôt un sentiment d'amitié, en fait, entre Cloud et Tifa, puisque j'avais viré toute la partie romantique. Et je vous jure que quand bien même ça ne serait qu'une amitié, même canoniquement parlant, mais quelle belle amitié. Ah mais moi, romance ou pas, j'en ai rien à foutre. La relation Cloud et Tifa, c'est une masterclass absolue pour moi. Et qu'elle soit romantique ou non, elle me touche de fou. J'adore son impact dans le scénario. J'adore la façon dont ça a été amené dans la retrilogie, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était marrant parce que moi, je les avais jamais vus. Bon, pour moi, ils sont amoureux. C'est mon ressenti. J'entends tout à fait que ce soit pas celui d'autres personnes. Et moi, je vais pas me bagarrer avec vous pour vous imposer ma vision des choses, pas du tout. Mais à ce moment-là, je me disais, mais quand bien même il le serait pas, ça reste quand même, pour moi, la plus belle relation du jeu. En tout cas, celle qui me touche le plus. Même si la relation avec Barrett dans la retrilogie, je l'adore. Même si la relation avec Iris, bon, en surface, elle a tendance des fois à m'agacer un peu, mais en profondeur, j'en comprends quand même l'intérêt. Et il y a plein de choses qui sont très très belles dans cette relation et que j'apprécie beaucoup, notamment le fait que, merci Choupinette, c'est quand même elle qui nous donne le plus souvent l'occasion de voir Cloud heureux, et ça, je prends toujours. Mais Cloud et Tifa, c'est... Dans mon ressenti personnel, c'est sur un autre level, en fait. Pour moi, il y a la relation de Cloud avec les autres, et il y a la relation de Cloud avec Tifa, quoi. Alors peut-être que c'est aussi de la nostalgie, parce qu'elle m'a immensément touchée dès le départ, et que j'arrive pas à me défaire de ça, mais même... Ah non, ouais, non, même la manière dont ça amène dans la trilogie, les deux là, c'est mes bébés, hein, je vous jure, c'est mes bébés, hein. Pour toujours, hein. Il n'y a rien à faire, quoi. Même lorsque Cloud dit à Tifa, tu as été si bonne pour moi. Oh, mais ça... Non, mais je... Ah, mon Dieu. Oh, je vais pleurer, je vous jure, je vais... En 97, Putain, ça y on voit est. pas trop de quoi Ah, il parle. merde. Ce coup-ci, on sait.
C'est Tifa qui trouve un appart gratos à Cloud à son arrivée à Midgard, Je suis pas qui l'aide à prête. se faire un réseau, qui lui trouve du boulot. Je suis pas C'est elle prête, qui le je suis pas soutient à prête, je suis chacune pas de ses prête. crises, dans ses moments de doute, qui le conforte dans ses capacités. Si demain Cloud dit à Tifa, tu as été si bonne pour moi, Je suis complètement pas comme ça. prête. On saura pourquoi. Pour les gens qui n'ont pas connu le jeu d'origine, leur relation est cohérente. Et pour les anciens joueurs, la surprise Oh, se cette situe scène. désormais dans Oh la là façon là, de qu'est-ce développer qu'il m'a. et de montrer Oh la putain, relation. il m'a Pour les tellement anciens joueurs, touché la surprise, Cloud c'est dans plus, cette scène. ah bon, Mon Tifa, Dieu. il se fait un Mais rencontre. regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette bouille là. Mais j'ai envie de le bouffer, moi. J'ai envie de le bouffer. En fait, les moments de vulnérabilité de Cloud, ils me touchent, mais tellement, tellement. Mais même à la fin, la mort d'Aerys. En vrai, moi j'étais trop fâchée contre Aerys à cause de Zach, en fait. je vous dis, la première fois, ça m'a trop cassé avec Choupinette. Là, c'était le divorce. C'était le divorce affectif avec Aerys. Mais Cloud, oh mon Dieu, quoi. Ah, il me touche beaucoup trop, ce perso, moi. Il me touche beaucoup trop. Et pour les anciens joueurs, la surprise se situe désormais dans la façon dont est développé et montré. Il y a un gap Pour les anciens incroyable joueurs, la surprise, entre c'est plus, mon ah bon, ressenti Tifa, de il se fait un Cloud dans rencontre, FF7, plutôt, en tout cas jusqu'au cratère nord, Quoi et le ressenti de Cloud dans la Que retrilogie, mais... Est-ce que c'est moins impactant? Moins surprenant? C'est bon. J'avais hésité à le mettre, l'extrait là. Il y a quand même le bisou, mais bon, c'était pour la blague, voilà, c'était pour la réaction, mais... J'avais hésité à le mettre, en fait, parce qu'à l'époque, je voulais pas trop montrer ma tronche. J'étais quand même pas très, très à l'aise de faire des trucs sur Internet. Moi, je reviens très, très loin. Faire des choses sur Internet, c'est une sortie de zone de confort monumentale pour moi. Et là, faut pas oublier que c'est ma première vraie vidéo. Donc... Mais je me suis dit, bah écoute, quitte à sortir de ta zone de confort, tu vas jusqu'au bout. Et c'était un petit clin d'œil, en fait, à un ami proche, Antonio, donc que vous avez entendu dans la voix, en fait, la voix off de la vidéo sur Aerys, qui a été un soutien inconditionnel, vraiment, qui m'a beaucoup aidé à me lancer sur YouTube. Et en fait, dont, d'ailleurs, les échanges que j'ai eus avec lui ont participé en fait à me donner l'idée de faire mes propres vidéos, et c'est lui d'ailleurs qui m'a dit le premier, mais Hélène, t'as plein de choses à raconter, tu devrais aller plus loin que juste les échanges qu'on a tous les deux, en fait. Donc c'est un peu grâce à lui que je me retrouve à faire ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, c'est pour lui que j'avais enregistré ces moments où on s'était tapé un délire. Alors la première fois, j'avais enregistré la réaction quand on a démarré Rebirth, parce que je voulais garder un souvenir, en fait. Parce que pour moi, ça fait partie de ma vie. Et quand j'ai vécu le début de Remake, franchement, c'est un souvenir. Ça fait partie de mes souvenirs de vie, quoi. Et je me suis dit, mais après tout, ça a beau être qu'un jeu vidéo, on se filme quand on part en vacances, parce qu'on est content, parce que c'est des moments de vie particuliers. Et ben le début de Rebirth, ça va être un moment de vie particulier. Donc je voulais en garder un souvenir. Et en fait, j'ai fini par lui envoyer, parce qu'on parlait du jeu, on parlait de nos ressentis, et je lui ai dit, attends, tu veux du ressenti? Je fais, vas-y. Et je lui ai fait un petit montage et je lui ai envoyé. Et du coup, on s'est tapé un délire au moment du Gold Saucer, parce qu'on arrivait au Gold Saucer à peu près en même temps, et j'avais dit, allez, vas-y, chiche, je filme ma réaction. Et donc, c'était un peu pour lui rendre hommage, pour faire un petit clin d'œil à ça, en fait, que j'ai eu envie de la mettre. Et en même temps, j'avoue que ma réaction, elle est trop drôle. Vous, je sais pas, mais moi, je la trouve marrante. D'ailleurs, lui m'avait dit que cette réaction l'avait énormément touché. Il avait adoré, en fait, ma réaction sur le bisou. C'est pour ça que je l'avais remis dans la vidéo. Et attendez, faut qu'on se tape un trip. Faut que je la mette comme ça, ralenti. Est-ce que je peux revenir dessus? Est-ce que c'est moins impactant? Ah, elle est en normal, là. Moins surprenant? Attends. Voilà, littéralement. ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Moi, je m'étais arrêtée sur le « ils se font un câlin », c'est bien, tu vois. Et encore, je trouvais que le câlin, ils avaient l'air un peu tendus, parce qu'ils sont tout raides, comme ça, quand ils disent, mais bon, voilà, je me dis, évidemment, ils sont tout coincés du cul, on est dans un jeu japonais, et moi, je pensais vraiment que ça allait s'arrêter là, quoi. Et là, je vois la tête. En fait, là, ce qui se passe dans ma tête, je vois la tête de Cloud qui se rapproche, mais genre au ralenti. En fait, ça dure pas longtemps en vrai, mais je vous jure que dans ma tête, je la vois, et dans ma tête, je me dis, oh my god, oh my god, oh my god, et il y a un, oh my god, 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 oh my god.
C'est littéralement ça. Et donc, plus il rapproche sa tête, et plus je me dis, mais c'est pas vrai, putain, ils sont pas en train de faire ça, c'est quand même pas ce que je croise. Et j'ai vraiment eu le temps de penser tout ça, juste pendant les 2 secondes que Cloud met à se rapprocher du visage de Tifa, quoi. Je vous jure. C'est réaction de fou, quoi. Mais même après, hein, moi j'ai mis 10 minutes à m'en remettre, hein. J'ai arrêté le jeu, je me suis dit, mais ils ont pas fait ça, mais c'est pas vrai. Moi, je pensais tellement pas qu'ils le feraient. Mais même tout, enfin, quand on a commencé Remake, je me suis dit, la question des romances, ils vont pas mettre un orteil dedans. Moi, je voyais trop, surtout après Advent Children, en fait, où franchement, la relation Cloud-Tifa, en termes de affectif, je vais pas dire qu'il y a rien parce qu'il faut lire entre les lignes et gna gna gna, mais je veux dire, il y a pas de pour nous qui sommes occidentaux, c'est quand même pas très affectueux, hein, sincèrement. Elle fait pas rêver, hein, c'est même presque déprimée par moment, quoi. Alors je sais, c'est des jeux enfin c'est des trucs japonais, des japonais avec la démonstration des sentiments, machin, tout ça. Et puis en fait, à l'époque, quand moi j'ai vu Advent Children, je savais pas qu'il y avait un doute avec Aerys, parce que moi j'avais pas compris le jeu comme ça. Moi, dans ma compréhension du jeu, c'était on te fait croire au début que ça va être Aerys, et en fait, dans les révélations que tu as sur le vrai Cloud, il y a c'est Tifa. Et en fait, c'était Tifa depuis le début. Voilà, ça faisait partie des révélations. Et après, pour moi, à la fin, c'était Tifa. Il n'y avait pas de triangle amoureux dans ma perception du jeu. Ça, je l'ai découvert bien plus tard. Et du coup, ça m'expliquait... Moi, j'étais hyper surprise en voyant Advent Children de voir la relation Cloud et Tifa. Parce qu'après tout ce qu'ils avaient traversé depuis quasiment leur enfance pour arriver à enfin être ensemble, la dernière chose que j'aurais imaginée, c'est que l'autre, il se barre comme un connard, là, en la laissant en plan avec 2 gamins, dont un qui l'a ramené, qui est malade et machin. Mais c'est tellement... Putain, mais c'est tellement la loose. L'hôtel l'appelle, elle lui demande des nouvelles, il décroche même pas, il appelle pour... Non, putain, mais laisse tomber. Vraiment le fond du trou, quoi. Et on les voyait, on voyait pas beaucoup de tendresse, en fait, entre les deux, quoi. Et je comprenais pas trop. Et en fait, après... J'ai compris, en fait, avec l'histoire du triangle amoureux, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, moi, je voyais pas ça. Donc, en l'incluant dans la perspective, c'était beaucoup plus logique pour moi. Très frustrant, mais logique. Et je me suis dit, quand ils vont commencer Remake, je me suis dit, ils vont faire la même. Donc, en fait, la romance, il n'y en aura pas, quoi. Et oh my God. Et là t'arrives au secteur 7. What? Tu passes un quart d'heure avec Tifa, et là, je me disais, mais non. Au bout d'1 heure, j'étais en mode ah, en fait, ils vont mettre un pied là-dedans, mais genre, mes pieds au plancher, quoi. C'est waouh, ça y va, quoi. Bon, bah, très bien. Mais il y a quand même une partie de moi qui se disait ça n'ira pas au bout, c'est pas possible, en fait. Parce que ça fait 25 ans qu'on n'avait rien. Ou que c'était toujours très. Ou qui se mouillait pas beaucoup par rapport à ça, quoi. Et donc, franchement. Bon, j'avais fini par me dire, ok, il y aura sûrement, il y a peut-être une chance pour qu'on ait un bisou. Alors, optionnel, j'en conviens, mais moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Qu'on n'impose pas, en fait, une romance à des gens qui n'ont pas envie de la voir. Je vous dis le fond de ma pensée, ça ne me dérange absolument pas. Parce que moi, j'ai vraiment absolument pas kiffé le date Cloud Aerys, je le dis sans aucune honte. Donc, j'ai pas envie qu'on impose à l'inverse à des gens qui n'ont pas envie de voir une romance Cloud Tifa. J'ai pas envie qu'il y ait une relation, qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante, qu'elle ait un rôle dans le jeu. Bien sûr, c'est impondérable. Et que tu le veuilles ou non, c'est quand même dans le jeu. Mais qu'on force sur le côté romantique, tout ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pour faire plaisir, en fait, à ceux qui ont envie de voir ça. Et ça me dérange pas du tout que ce soit optionnel. Mais pour moi, c'était le haut vent, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et même sous le haut vent... Enfin, ouais, en fait, s'il y avait un seul endroit où ça pouvait aller jusque-là, moi, j'en revenais pas. Qui s'est mouillé leur chemise à ce point-là. Et du coup, moi, je pensais qu'on l'aurait aussi dans la scène. Quand j'ai vu, parce que du coup, après, évidemment, je suis allée voir les scènes sur YouTube pour aller voir les autres, et je pensais qu'on aurait la même avec Aerys. Et en même temps, c'est un peu... Pour moi, ça reste quand même cohérent, parce que, encore une fois, le romantisme des sentiments qu'on prête aux personnages, pour moi, ils sont dépendants de la sensibilité de chacun.
et je ferai certainement pas partie des gens qui se font une guéguerre là-dessus. J'en ai rien à carrer qu'il y ait des gens qui n'aient pas le même ressenti que moi. Ça m'empêche pas de kiffer mon jeu. Et si c'est comme ça que ça leur fait plaisir et que ça les touche, mais faites-vous plaisir, les gens, franchement. Enfin, voyez, donnez les sentiments que vous voulez. Mais dans FF7, concrètement, il n'y a pas de conclusion physique ou relationnelle, en fait, entre dans la relation Cloud-Aerys. Même si on décide d'imaginer ou qu'on ressent spontanément qu'il est très amoureux d'Aerys et que c'est elle son grand amour, et gna gna gna, ça finit en nœud de boudin. Ça finit en shish kebab et il n'y a pas. Donc, le fait qu'ils aient gardé cette dynamique-là dans la façon dont ils ont montré les séquences du Gold Saucer, qui sont pour moi, pour Tifa et Aerys, des séquences romantiques quand même, quel que soit le sens qu'on donne à romantique ou le degré de romantisme qu'on y voit, finalement je trouve ça assez logique quand même. Et puis c'était super beau, le fait dont la façon dont il lui prend la main à la fin et tout, c'était limite, moi j'ai trouvé même ça plus touchant que le bisou en lui-même qu'on voit pas assez. Moi j'ai faim, la Square Enix, là vous m'avez juste donné faim en fait. C'est beaucoup trop frustrant, c'est beaucoup trop japonais pour moi, c'est pas possible quoi. Mais c'était très beau aussi, la finalité de la scène avec Aerys. Et finalement, ça me semble rester, encore une fois, dans ce qu'on a eu dans FF7. Chacun met de la romance là où il a envie d'en avoir, mais la façon dont ces deux romances, elles se développent et elles se concrétisent, elle va pas être la même dans tous les cas, quoi. Mais non! Mais non! Le mais non, ça résume complètement ma réaction globale sur ce baiser. C'est exactement ça. Mais non! J'ai pour un coup là! Oh putain de merde! Ah, mais totalement. Pas pour moi. Ah oui, non, pas pour moi. Et puis, les surprises arrivent également par les insertions d'éléments inattendus qui sont déplacés, utilisés autrement, approfondis, ou par l'inclusion de personnages issus du lore étendu de FF7. On voit un potentiel sur lequel je ne mettrai pas ma main à couper, mais qui me semble plausible. De toute façon, le Si fait que j'ai rajouté Aerys, je vous spoil, hein, mais quasiment, moi je pense qu'Aerys, enfin moi je suis capable en tout cas de réintégrer un rôle d'Aerys dans l'arc de Cloud à peu près à tous les à peu près à tous les événements. Moi je pense que dans la partie 3, j'ai quand même le sentiment elle va continuer à jouer un rôle important vis-à-vis. En fait, voilà, ça résume bien la façon dont je vois l'arc de Cloud dans la retrilogie. Chacune dans son rôle. Et en complémentarité en fait. Donc clairement cette idée-là, elle va revenir dans beaucoup de vidéos que je vais faire par la suite. De la relation Cloud-Tifa. Elle est tellement incroyable cette scène à Calme. Moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pré-shot d'ailleurs, je le savais qu'ils allaient faire ça. C'était obligé qu'ils fassent un moment où Cloud et Tifa ils se prennent la tête parce que en fait, la relation Cloud-Tifa à la fin de Remake, pour moi, elle était tellement sur un autre niveau, mais c'est normal, parce qu'en fait, ils se connaissent. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ils traînaient pas ensemble et tout. Oui, d'accord, ils traînaient pas ensemble, mais ils se connaissent. Enfin, en tout cas, ils se côtoyaient et ils étaient importants l'un pour l'autre depuis le début. Ça, c'est un truc sur lequel la retrilogie, et notamment Traces of Two Past, tout ce qui nous a été donné, insiste bien. Cloud et Tifa, ils ne s'ignoraient pas du tout. C'est pas parce qu'ils traînaient pas ensemble qu'ils ne s'envisageaient pas. Alors peut-être Tifa un peu moins que Cloud parce que Cloud se mettait volontairement de côté. Mais quand même, il a toujours existé dans sa vie. Donc il y a ce sentiment d'intimité qui est très très bien retranscrit, moi je trouve, à la fois ce sentiment d'intimité et ce décalage du fait que justement, il y a tout ce décalage entre les deux et le fait qu'ils n'arrivent pas à connecter complètement, qui est extrêmement bien amené dans Remake. Mais c'est quand même, forcément, il ne peut pas avoir le même degré d'intimité avec Tifa, qui est dans son esprit et dans son cœur, qu'on le veuille ou non, de la manière dont vous voulez. Encore une fois, j'insiste pas là-dessus. Mais depuis qu'il est gamin, que des gens qu'il a rencontrés très récemment. Donc pour pouvoir remettre à niveau avec le système de... d'affectionnomètre là qu'ils avaient mis en place avec les choix de dialogue, etc. Il fallait forcément qu'il y ait une rupture avec Tifa à un moment donné, parce que sinon tu peux pas justifier
dans les relations interpersonnelles que Tifa, elle démarre au même niveau que Nanaki, par exemple. C'est pas logique, en fait. Donc, obligé, il fallait qu'il y ait cette cassure. Et moi, je m'étais vraiment demandé, parce que comme la relation Cloud-Tifa, elle n'est pas beaucoup développée dans la première partie de FF7, il y avait un côté... Alors, il y a des gens pour qui, visiblement, comme c'était pas là dans le début, ça n'a pas existé jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés après la mort d'Aerys et ils n'ont jamais changé leur vision du jeu par rapport à ça. Bon, moi, c'était pas mon cas. Pour moi, ça a été justement encore plus impactant du fait que tout à coup, ça faisait partie des « Waouh !» tu vois. Et je me suis dit, comment ils vont réussir à nous revendre ce truc-là dans la retrilogie, alors que justement la relation Cloud-Tifa elle est montrée depuis le début en mettant des cassures en fait. C'est tout à fait logique. Donc, et j'ai trouvé cette scène, elle est dure, hein, mais moi c'est ça que j'aime justement dans la relation Cloud-Tifa. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le symbole de, tu vois, ça marche pas entre eux, c'est dysfonctionnel et nanani nana, alors que pour moi c'est ça qui la rend tellement impactante. C'est de les voir traverser ces épreuves et de les voir les surmonter à chaque fois, en fait. Et du coup, ça donne une complexité, une versatilité. C'est pas une relation facile. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Si je dois donner un autre exemple, c'est ce que j'avais aimé, par exemple, dans la relation Locke-Céleste dans FF6. C'est le fait que c'est une relation qui est compliquée, on sent qu'il y a un germe de connexion entre les deux personnages qui peut donner quelque chose d'assez puissant, mais c'est compliqué. Parce qu'ils viennent pas du même monde, parce qu'il y a une question de relation de confiance, parce qu'il y a l'histoire de Rachel. D'ailleurs, ça fait un peu triangle amoureux avec Aerys, c'est ça, Rachel qui est morte et Locke qui doit laisser partir Rachel pour pouvoir nanani nana. Enfin, on peut y voir plein de parallèles. Moi, je trouve que ça enrichit en fait cette relation. Donc cette scène où ils se prennent la tête, moi, je l'aime beaucoup en fait. C'était pas du tout diminuant pour moi pour la relation de Cloud et Tifa. Au contraire, ça lui donne encore plus d'épaisseur et encore plus d'ancrage, en fait. Et non, pas à cause de ça. Et quoique... Bon, évidemment, j'ai quand même fait des blagues sur les réellement à la mort d'Aerys. Est-ce qu'elle pense que Cloud l'a tué? J'aime bien mon mot. mot. La scène de la mort? Est-ce qu'elle voit les deux timelines qui se superposent? Toujours est-il qu'elle n'a pas l'air super fan de la réaction de Cloud par la suite. Yup, sounds good. Voilà, je l'ai mis en anglais parce que je trouve que la façon dont Cody Christian il joue Cloud et le fait qu'il est... On sent vraiment, là, il est dans sa façon de jouer, on sent qu'il est complètement déconnecté. Sounds good. Là, il est pas en deuil, là, hein, pas du tout. Là, ça se sent. Et le soupir de Tifa, donc, qui est joué par Brie Barron en anglais, il était... Pour moi, c'était la scène la plus parlante. C'est pour ça que j'ai pris ce coup-ci la version anglaise. Voilà, le what the fuck, bro. Vraiment, mais tu le sens dans la manière dont elle... Tu sens qu'il y a un côté... presque, ouais, tu me saoules en fait, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Alors, c'est pas un tu me saoules parce que c'est Tifa et qu'elle est beaucoup trop attachée à Cloud pour penser à un truc aussi brutal, mais il y a vraiment un côté, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? À ce moment-là que je trouve qu'il était très très bien joué, en anglais en particulier. Cloud réalisant qu'Aerys est morte, son chagrin, son sentiment d'échec et la confrontation avec Tifa qui pourrait en résulter, pourrait être une bonne combinaison pour exploser la bulle de déni dans laquelle Cloud s'est enfermé à la fin de Rebirth et lui faire perdre totalement pied. Pour terminer, je dirais qu'à mon avis, l'un des enjeux principaux de ce passage dans FF7R3 pourrait être de répondre à deux questions qui restent en suspens depuis Remake. Faire un point sur Sephiroth et son objectif, et sur la matière noire. Bon, je vais pas revenir dessus, comme je l'ai dit plus tôt, pour l'instant, c'est un peu le bordel. Voilà. La matière noire et Sephiroth. Je pense qu'il faut... Entre Sephiroth. Il faut qu'on ait des réponses, en fait, à ce moment-là, parce que... Après, en tout cas, il faut qu'ils nous posent des bases de compréhension, que voilà, le mystère, parce qu'après, il faut qu'ils aient le temps de répondre à tout ça. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir toutes les réponses par exemple, à la fin du jeu, quoique c'est envisageable aussi, mais si en plus, il n'y a pas ça, le cratère nord, il aurait vraiment plus rien à voir avec ce qu'il est au début. Non, moi je reste quand même dans l'idée que ça va quand même rester un peu proche de ce qu'on a eu sur FF7, mais ce moment, non mais je crois que c'est le moment où je me suis rendu compte. Car je me suis rendu compte pendant la Non mais c'est ça. Non mais la honte quoi. Je fais ma vidéo et en plus putain, alors cette vidéo là, je vous jure comment j'ai cravaché dessus, mais vous imaginez même pas. Parce qu'en fait, moi j'avais sorti la première, donc était un peu l'introduction. Mais j'étais partie du principe quand j'ai lancé ma chaîne YouTube que
personne n'en aurait rien à foutre de ce que je faisais et que personne ne viendrait voir mes vidéos. Donc en fait, je faisais mes vidéos pour moi dans mon petit coin en me disant, si ça plaît à 2-3 personnes qui tombent dessus, c'est cool. Voilà. Mais vraiment, moi, 2-3 personnes. Ça n'allait pas plus loin dans ma tête. Et donc, j'avais pas de stratégie, de rien du tout. Je finissais une vidéo, pouf, je la mettais en ligne. Et là où il y a eu une bascule, c'est le fait que donc Cal, il a très vite repéré mon contenu. Et en fait, il a tout de suite parlé d'en faire une réaction. Et ça m'a mis dans un état de stress, mais vous n'imaginez pas. Parce que Cal, c'est plusieurs cas, en fait. Hein. C'est bientôt 10 000 et on lui souhaite. Ça vient. Mais pas tout à fait 10 000 visionneurs potentiels. Donc, passer de « il n'y a personne qui va me voir » à « potentiellement, je vais être sur la chaîne d'un mec qui a des milliers de vues », alors même si en vérité, c'est très nombriliste comme vision des choses parce que les gens, ils viennent voir Cal, ils viennent pas voir nous. Et il y avait de fortes chances pour que les gens, en voyant la vidéo, ils s'intéressent que à la réaction de Cal et pas forcément à la personne qui faisait des trucs derrière ou à ce que j'aurais pu faire. Mais moi, ça m'avait... Quand il a parlé de réaction, je vous jure, le sol s'est effondré sous mes pieds. J'étais en panique absolue. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, ma famille ne savait même pas que je faisais cette chaîne YouTube, en fait. Tellement j'étais... c'était compliqué pour moi. En fait, les 2 seules personnes qui savaient que je faisais cette chaîne, c'était l'amie dont j'ai parlé et ma meilleure amie. C'est tout. J'en avais parlé à personne d'autre. Mes gosses, mon mari, ça faisait 1 mois que je travaillais sur la vidéo, l'écriture et tout. Et en fait, ils savaient pas ce que je faisais. Je leur en avais pas parlé. Et du coup, quand Cal m'a parlé de réaction, je me suis dit, mais attends, ça craint parce que s'il y a quand même des gens qui viennent voir ma chaîne, moi, j'ai même pas vraiment encore fait de vidéo d'analyse. Donc, le fait d'avoir des gens qui viennent voir, parce que moi, je m'étais dit peut-être qu'éventuellement, il y a un peu de gens qui vont venir, mais au bout de 6 mois, quand j'aurai fait 3, 4, 5 vidéos, pas avant. Et en fait, ça donne un boost de visibilité, sauf que je m'étais dit, mais si les gens, ils viennent voir ma chaîne et qu'il n'y a pas de vidéo d'analyse, ils vont voir, ils vont dire, il n'y a rien, et ils vont repartir. Et ils auront plus envie de revenir, en fait. Donc ça me faisait vraiment paniquer. Et en plus, moi, c'était trop les débuts. J'avais pas encore... tout ça, c'était complètement nouveau pour moi. Je veux dire, même la façon dont je montais mes vidéos à l'époque n'était pas du tout celle dont je le faisais maintenant. Comment j'appréhendais le fait de vivre, le fait de faire une chaîne YouTube, tout simplement, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Donc, j'avais pas du tout mes marques. En fait, mes marques, j'ai commencé à les prendre avec la vidéo du Wu-Tai. Quand il y a eu la vidéo du Wu-Tai qui est sortie, là, je me suis dit, OK, maintenant, les gens, vous pouvez venir. Parce que là, j'ai montré ce que j'avais vraiment sous la semelle. En fait, cette vidéo, pour moi, c'était voilà ce que je veux vraiment pouvoir proposer. Cette vidéo-là, j'en étais fière, mais à 100%. Et je me disais, maintenant, s'il y a des gens qui viennent sur ma chaîne, il n'y a pas de problème, j'assume ce que je fais. Mais avant, pour moi, c'était très compliqué. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je finisse la vidéo. Et ça faisait déjà 2 semaines au moins, je crois que je travaillais dessus. Et je vous jure, j'avais monté mais quelques minutes. J'avais même pas 10 minutes de montée sur les 30, 40 que font la vidéo. Donc là, je voyais la masse de travail et je me suis dit, mais si je veux pouvoir sortir une vidéo avant que Cal y fasse une react, il faut que je bosse à mort. Et c'est comme ça, en fait, que j'en ai parlé à ma famille parce que du coup, je pouvais plus cacher. Je pouvais plus faire ça que quand ils étaient pas là, quand j'avais du temps libre. Et c'est à partir de... J'ai fait mon coming out de youtubeuse, en fait, auprès de ma famille. Et ils ont été adorables d'ailleurs parce que j'étais persuadée qu'ils allaient se foutre de ma gueule. J'en avais les larmes aux yeux quand je leur en ai parlé, je vous jure, tellement j'étais pas bien. Et en fait, ils ont été hyper encourageants, ils m'ont soutenue à mort et tout, ils étaient à fond. Waouh, c'était... voilà, petit message aux gens qui n'ont pas confiance en eux, ne sous-estimez pas l'amour que vos proches ont pour vous et le soutien qu'ils sont capables d'avoir dans vos projets, même quand ils paraissent complètement barrés, en fait, parce que vraiment, c'est se priver de vivre des moments où on peut sentir tout l'amour et tout le soutien de nos proches. Ce serait vraiment trop dommage. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-vous le cadeau de laisser et laissez à vos proches la joie de vous faire ce cadeau, de vous montrer qu'ils vous soutiennent dans tout ce que vous êtes, même quand ça paraît complètement aberrant, quoi.
Fin de la parenthèse. Et du coup, j'ai cravaché, mais vraiment comme une malade mentale sur ce truc. Et j'en pouvais plus. En fait, ça a été un boulot, je vous jure. J'ai fait que ça dès que j'avais 3 minutes de temps libre. Et franchement, mon mec, il m'a soutenu à mort parce que c'est lui qui s'est tapé tout ce qu'il fallait faire dans la maison. Hein, la vaisselle, le ménage, les travaux, le machin, tout. Pour que moi, je puisse avoir le temps de bosser sur ma vidéo. Merci mon chéri, je t'aime très fort. Et au moment où j'arrive à la dernière partie, j'allais faire la conclusion, je vois le bout du tunnel et là, je me rends compte que j'ai pas parlé de la réunion. C'est pas comme si c'était le propos principal du cratère Nord. Et là, je me dis... Parce qu'il y a des fois où je me disais, ah ouais, j'ai oublié de parler de ça. Bon, bah, c'est pas grave. L'idée là, je la mettrai dans une autre vidéo. Mais là, je pouvais vraiment pas. C'était pas possible. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour bosser autant sur un truc et passer complètement à côté du propos? Ça n'a aucun sens. Et du coup, bah, tant pis, bah, j'ai reperdu du temps, j'ai retourné, j'ai réécrit des trucs et j'ai réenregistré. Et du coup, il y a un décalage dans le son, mais bon, tant pis, je pouvais pas passer à côté. Et finalement, mon histoire se termine très bien, comme quoi des fois les astres s'alignent. Hein, ayez foi en la vie, vraiment, les gens, des fois ça fonctionne, je vous jure, hein, parce que au final, j'ai sorti ma vidéo sur le Wu-Tai et une semaine après, Cal faisait sa réaction sur ma vidéo sur la Buster Sword. Et du coup, les gens sont arrivés exactement au moment qui, pour moi, était le bon moment, en fait, pour arriver sur ma chaîne. Donc, en fait, j'avais paniqué pour rien, quoi. De cette vidéo, j'avais omis un détail assez capital sur le sujet, la réunion. Non, mais je vous jure, la honte. Hein. Comment j'avais honte de moi quand je me suis passage rendu du compte de cratère ça. nord en Je me suis dit, FF7 ah bah putain, et celui bravo, du temple des anciens dans bravo FF7 la Clippers, youtubeuse. il y en a un Oh que je la n'ai pas vache. évoqué. Je suis en train de me demander, est-ce que je vous repasse toute la partie sur et dans une certaine mesure, mes Genova tergiversations sur qui la s'évade de réunion Midgard ou est-ce et que voyage parce sous la que forme je de suis sûre que ça Sephiroth doit faire jusqu'au au moins cratère une nord. heure que je vous blablate. En faisant un sacré détour d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Ça m'a beaucoup fait rire. Genova est censé aller de là à là pour la réunion et en fait, ça c'est exactement le chemin qu'on fait dans le jeu en courant après Sephinova, quoi. Et je me demande dans quelle mesure cela pourrait être Alors certes, il n'y a pas de un bateau indicateur qui de amène l'emprise que Sephiroth peut directement avoir sur de Genova. Midgard jusqu'au Le rejoint-elle de cratère son nord, propre a chef priori. ou est-elle irrésistiblement appelée, elle aussi? Mais quand même. Dans Rebirth, on nous présente deux types de réunions. La première, qui est en tout point identique à celle de FF7, où il est question de la je renaissance venais de de Genova, dire, est-ce que de l'appel c'est du météore pour tout détruire, Sephiroth de se Enfin, rendre est-ce maître que d'une Genova planète et est elle d'envahir aussi d'autres appelée mondes. par Sephiroth? Et il y a toute la grande question hein, on est beaucoup à se poser. Hein, le fameux qui manipule qui? Qui est le vrai grand méchant de cette trilogie hein? Est-ce que c'est Sephiroth ou est-ce que c'est Genova? Il y a des gens pour qui c'est Genova qui est derrière tout ça et ça va être le gros waouh, genre on t'a parlé de Sephiroth et tout et en fait Sephiroth il est plutôt manipulé par Genova et il va vers une rédemption et tout ça. Et t'as des gens pour qui c'est Sephiroth, c'est vraiment le méchant surpuissant machin qui manipule tout le monde, y compris j'allais dire la personne, Genova c'est pas vraiment une personne, mais l'être qui est un peu à l'origine du fait qu'il a vrillé, quoi. Même si Ojo y est aussi pour beaucoup avec ses mensonges, etc. Mais je pense que là-dessus, Ever Crisis avec First Soldier, ils vont peut-être donner quand même quelques pistes de réflexion parce que il y a quand même... Moi, depuis les premiers trailers, je trouve que ça sent la manipulation de Genova envers Sephiroth. Alors après, ça veut pas dire qu'à un moment donné, ils retournent pas le game, hein. Mais moi, je suis très, très impatiente de voir ce qu'ils vont faire de Genova dans la partie 3. Hein. J'ai quand même des attentes hein, par rapport à Genova. Et puis, c'est ce que je disais dans le live de Cal, le dernier, là, sur suite ou remake. Bon, je suis pas commerciale chez Square Enix, donc peut-être que ce que je dis, c'est nul. Mais pour moi, hein, l'intelligence, ce serait de développer Genova pour en faire un antagoniste qui va vraiment susciter la curiosité des gens, pour ensuite pouvoir faire un spin-off, un vrai spin-off, un vrai jeu qui parle de l'arrivée de Genova au temps des anciens. Et ouais, donc j'ai quand même des attentes de développement autour de Genova. Moi, j'ai vraiment pas envie que ça reste juste le grand méchant, je suis méchant, gnark, 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 parce que je suis méchant qu'on avait dans FF7, quoi.
J'ai un peu envie de passer la fin là et de partir directement sur vos commentaires parce que je les ai pas vraiment lus en profondeur, mais comme j'ai fait des captures d'écran des commentaires de tout le monde, je les ai quand même un peu survolés pour voir ce que je gardais, ce que je gardais pas. Et je pense que la question de la réunion des mondes, elle a été abordée avec les commentaires, donc j'hésite à m'arrêter là. Enfin, donc, du coup, pour résumer, pour qu'on se remette dans le contexte, moi, j'avais amené l'idée que les deux réunions, la réunion d'FF7, qui est quand même toujours mentionnée à certains égards dans Rebirth, et la réunion des mondes et tout ça, peuvent se fusionner en fait en une seule réunion, elles vont venir s'imbriquer. Et c'est en ça aussi que je dis que, tu vois, quand on dit il y a trop de choses à raconter, bah pas forcément, parce que du coup ça peut, là c'est pareil, plutôt que de raconter et la réunion des mondes et la réunion météore machin, c'est d'en faire un seul truc en fait, une seule réunion où elles vont s'imbriquer. Ah, c'était encore le moment où je mettais beaucoup d'emojis, comme ça, je savais pas quoi mettre d'autres. Oh, j'étais obligée de meubler, je savais pas quoi foutre. Maintenant, j'ai plus tendance à aller chercher des expressions des personnages du jeu. Mais à l'époque, je savais pas comment illustrer certains moments quand je parlais, quoi. Et puis, je teasais les prochaines vidéos, parce que je savais déjà dans quel ordre j'allais les faire, alors qu'aujourd'hui, je me risque plus à ça, parce que on sait jamais trop.